Bien le bonjour, une petite vidéo d'introduction parce que je pense qu'il est important de vous expliquer qui je suis et quelle est ma démarche en fait. Déjà, je voudrais m'excuser pour les problèmes de son. Là, normalement, je vais avoir un son très correct, mais sur la vidéo, dès que j'enregistre sur Skype avec quelqu'un, c'est nasillard, enfin, c'est vraiment pas bon, ça sature. Donc, je vais régler ces problèmes. Je suis désolé. Je suis donc j'étais un chercheur dit alternatif. Enfin, j'étais un pseudo-chercheur. J'étais vraiment un pseudo-chercheur. Moi, je cherchais sur la pierre molle. Voilà, j'étais persuadé que la pierre fut ramollie par quelques moyens chimiques ou je ne sais pas sur Terre pour expliquer les les blocs de 200 tonnes, 300 tonnes, voire plus bouger sur Terre. Et à force de chercher, je n'ai absolument rien trouvé. Excusez-moi, il y a une mouche qui m'agace. Voilà. Donc j'ai cherché beaucoup et je n'ai rien trouvé. Alors j'ai cherché tout seul devant mon ordi pendant pas mal d'années à lire énormément, à pas beaucoup chercher sur les sites alternatifs. Du coup, je crois que c'est peut-être ça qui m'a aidé aussi. Et à lire beaucoup, j'étais vraiment persuadé. Après, j'ai fait partie de groupes alternatifs pendant 2 ans, je crois, un truc comme ça. J'ai dû faire partie de 6 ou 7 groupes que j'ai quitté assez rapidement, tous d'ailleurs. J'ai même été investi dans le film K 2019 parce que j'ai même été crédité au générique. Donc j'étais un pseudo-chercheur très actif, très actif, très actif. Et à force de chercher et de rien trouver sur les Atlantes ou sur les extraterrestres, moi j'étais plutôt parti sur les extraterrestres, mais à force de rien trouver, je me suis dit que, bah, en fait, il y avait peut-être pas grand-chose à trouver, voire rien du tout. Donc, je me suis rabattu sur l'égyptologie classique, sur l'égyptologie. Et j'ai commencé à lire beaucoup. J'ai commencé à rechercher sur, par exemple, si le glyphe, le cartouche de Khéops de la Grande Pyramide, les glyphes de Khufu étaient vrais ou faux. J'ai étudié aussi le papyrus de Mérer, j'ai étudié plein de trucs. Et puis, à chaque lecture, je prenais une claque dans la gueule en disant, bah non, je me suis trompé, évidemment, Jean-Pierre Hadot a raison, Alexis Sédou a raison, ils ont raison, enfin, je suis vraiment qu'un blaireau, je suis vraiment qu'un blaireau, et je confirme, parce que là, ça fait 2 ans que je fais que lire, et je confirme, j'étais un blaireau. Donc j'ai attaqué le maître grâce à ce bouquin L'égyptologie égyptienne de Gaston Maspero. Donc c'est un bouquin là d'édition, elle est de 1887, édition originale. Il est superbe, je l'adore, vraiment je l'adore. Il est super, déjà parce que j'ai un très grand sens tactile et l'impression, la presse était un petit peu forte. Du coup, toutes les lettres ressortent et toutes les gravures ressortent. Quand tu les touches, tu sens les contours, le contour c'est génial. J'adore ça. J'adore le lire, j'adore le toucher. C'est vraiment, c'est un vrai bonheur. Donc 1887 ce bouquin. Donc il a été restauré malheureusement. Enfin tout ça a été restauré. Mais autrement tout le reste est nickel. Il est d'époque. Et donc il a pris les mesures de beaucoup de monuments en Égypte, énormément de monuments en Égypte. Il faut savoir que Maspero c'est celui qui a pris la suite de Mariette. Mariette qui avait fait le premier musée égyptologie dans la banlieue du Caire. Donc c'était Mariette, il s'est vraiment battu pour vraiment arrêter le trafic entre guillemets d'artefacts. Tous les artefacts sortaient d'Égypte. Donc Mariette a fait le premier musée, il est décédé, Maspero a repris le flambeau, il a refait le musée du Caire tel qu'on le connaît encore aujourd'hui, avant le super méga nouveau. Donc il s'est battu pour vraiment conserver l'histoire égyptienne en Égypte. Donc encore une fois, c'est des gens bien, c'est vraiment des gens bien. Ils ont arrêté le pillage en Égypte. Donc je comprends pas comment, encore une fois, ça peut être des complotistes qui nous mentent, qui nous machin. Enfin, je comprends pas. Dans ce livre, il prend toutes les mesures des bâtiments en mètres. Il n'y a pas une seule fois. Donc là, c'est que ça. Hein. C'est que ça. Hein. C'est histoire et archéologie. Enfin, bâti et histoire. Il prend toutes les mesures en mètres. Il n'y a pas une seule fois où il est choqué, le mec. Et c'est son métier, c'est pas un youtubeur, c'est pas un mec qui passe son temps devant YouTube après avoir bossé 8 heures en supermarché ou je sais pas quoi. Hein, Non, non, c'est son métier le mec. Et toutes les mesures qu'il prend, il est jamais étonné. Il dit bah voilà, ça fait 10 sur 17, 20 sur 30. Il n'y a pas une seule fois, il n'y a pas une seule ligne où il dit oh, c'est quand même bizarre. Est-ce qu'ils n'auraient pas connu l'unité métrique? Parce qu'à part deux ou trois pyramidiaux qui l'ont dit dans les livres, même d'époque, tous les autres,
Parce que c'est ça qu'on oublie quand on est pseudo-chercheur comme je l'étais, c'est qu'on lit entre les lignes. Donc si X dit qu'il connaissait le maître, un seul, un monsieur X dit qu'il connaissait le maître à l'Égypte antique, et s'il y en a 150 qui disent qu'ils ne connaissaient pas le maître, moi, pseudo-chercheur, je vais retenir que la personne qui dit qu'il connaissait le maître. Et j'ai complètement balayé les 150 qui disent qu'ils ne connaissaient pas le maître. C'est ça d'être pseudo-chercheur. Je le sais aujourd'hui, à l'époque, je ne me rendais pas compte, évidemment. J'étais dedans, mais aujourd'hui, je me rends compte à quel point j'étais un peu idiot, quoi. Qu'on me l'appelle pyramidio, je comprends, et j'assume le titre. J'assume le titre pleinement. Donc j'ai fait cette vidéo voilà, grâce à ce livre, je me dis bah, il y avait vraiment quelque chose qui ne va pas avec ce maître, donc je vais vérifier, j'y connaissais rien. Moi je cherchais sur la pierre molle, j'étais persuadé que la pierre était ramollie, et dans les groupes auxquels j'ai fait partie, ils ne parlaient que de géométrie sacrée, ils ne parlaient pas taille de pierre, ni d'histoire, ni d'égyptologie, jamais, absolument jamais, que des géométries sacrées. Ils reliaient machin et trucs en même temps, on ne savait pas trop. Bon. Donc la géométrie sacrée, moi, ça n'a jamais été mon truc, c'était vraiment la recherche de la pierre molle, je cherchais les preuves de la pierre molle. Et déjà, la géométrie sacrée, rien que le nom, déjà, je trouvais assez bizarre. Je ne sais pas comment on peut. Enfin, je trouve ces deux noms qui sont légèrement incompatibles. Enfin, les mettre ensemble, je trouve ça vraiment bizarre. Géométrie et sacré. Je sais pas. Voilà, voilà. Et puis ça fait très religieux, quoi. Le sacre, quand même, c'est pas anodin, quoi, un sacre. Je pensais que tous mes collègues de recherche avaient vérifié ce lien entre maître, coudé, pi, phi, parce que je vais vous parler de ça aussi, de pi, de phi, tout ça. Je pensais vraiment qu'ils avaient vérifié. Donc je leur faisais confiance pleinement. Donc j'y croyais. Et du coup, là, j'ai vérifié. Et du coup, je leur fais plus confiance et je les crois plus du tout. Non, parce que vous allez voir, donc les preuves de la création du maître après la Révolution française par Delambre et Mechin sont incontestables, hein. Il y a des milliers et des milliers de pages. Donc j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai découpé en cinq tableaux, en fait, en 5 chapitres, parce que c'était beaucoup, beaucoup trop long. Donc j'ai fait une première vidéo qui s'appelle C'est qui le maître, où là j'ai invité Alexis Sédou. Alors pourquoi j'ai invité un historien à parler d'histoire? C'est une bonne question. Oui, c'est vrai que j'aurais pu inviter un garagiste ou un réparateur de friteuses ou que sais-je. Mais pour parler d'histoire, je pense que c'est plus logique d'avoir un historien en fait. Et je voudrais bien en avoir d'autres. D'ailleurs, je lance un message. Si vous êtes historien euh, amateur ou professionnel, mais avec un bon niveau, je serais ravi d'avoir votre avis sur l'archéologie alternative sur ma petite chaîne. Voilà, voilà. Autrement, donc, c'est kilomètres avec Alexis. On va vous parler de la création du maître après la Révolution et des sources surtout. Et puis de la coudée. Dans le deuxième épisode que j'ai appelé Il y a 30 grammes de plus, je vous les laisse. Là, je vais vous parler de la preuve incontestable, c'est ce lien entre coudée et mètre. C'est un cercle de diamètre 1 par 6 et on tombe sur la coudée égyptienne. Dans le troisième épisode, là, je vais retrouver Alexis Sédou. On vous parlera. Donc celui-là, je l'ai nommé Papy Jacques s'est tué là, frappe 3 fois. J'ai recherché d'où où Jacques avait piqué tout ce qu'il avait mis dans LRDP. Parce que vous savez, Jacques n'a rien inventé. Son grand-père n'a pas existé. Enfin, pas comme il l'explique, bien évidemment. C'est un piniclé, hein, Jacques Grimaud. C'est un brigand raté qui nous a beaucoup menti. Donc j'ai recherché l'origine de ça, d'où ça venait. Donc j'en parlerai avec Alexis. Alexis est bien au courant du truc parce qu'il a écrit des articles sur le sujet. D'ailleurs, c'est de là que je suis parti. D'ailleurs, une petite piste, vous pouvez trouver les articles d'Alexis sur Academia et sur le site d'IRNA. Je vous conseille d'aller voir le site d'IRNA parce que tout est sourcé. Voilà. Alors l'avantage d'avoir des sources, là quand on fait une enquête sur le maître par exemple, c'est lire IRNA, regarder les vidéos des chercheurs alternatifs, regarder le site d'IRNA, chercher les sources des deux côtés. D'un côté, il n'y en a pas, de côté, c'est hyper sourcé, et après on remonte dans les sources, et on lit, pop, 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 et après on arrive sur Gallica, et bah tiens, tel mec, j'ai téléchargé
tel papier de tel mec, et puis on se fait son avis seulement comme ça. Donc merci à Irna, merci Alexis pour leur article. Vous pouvez aller les voir, c'est très extrêmement intéressant. Quatrième volume, j'ai appelé, vous pouvez préciser, vous pouvez viser, je vais vous parler de la précision et des chercheurs alternatifs. Vous allez voir que là c'est encore pareil. Donc précision dans le milieu alternatif en général. Et je vais finir avec la vidéo, la dernière vidéo, le cinquième chapitre, que j'ai appelé le Patranet. Le Patranet, où là je vais. Voilà, j'ai carrément débooké ce que je trouvais sur le net. Voilà, donc j'ai trouvé des choses assez hallucinantes. Alors, donc je vais débooker ces gens-là. Je pense que c'est nécessaire de le faire. Enfin, il faut le faire, il faut que je le fasse, absolument. Absolument. Alors, par contre, je ne sais pas si je vais nommer les gens, parce qu'ils faisaient partie de mes groupes, et surtout parce que je me suis fait menacer, ouais, ouais, je me suis fait menacer, pardon, par un ancien pote à moi, enfin un vrai pote, quelqu'un que je connaissais euh, véritablement. On a bouffé ensemble, quelqu'un que j'aimais vraiment bien. Donc il m'a menacé quand je lui ai envoyé un message en lui disant voilà, j'ai vérifié tes mesures et elles sont foireuses. Tes mesures sont vraiment foireuses, donc je vais en parler dans mes vidéos. Donc je pensais qu'il allait me répondre. Comment ça? Mes mesures sont foireuses? Absolument pas. Je les ai vérifiées 10, 15 fois. Je suis toujours tombé sur tel chiffre, et donc il n'y a aucun souci. Non, non, il m'a juste répondu ça tombe bien, moi aussi je prépare une vidéo sur toi où je vais partager tes messages privés. Oui, ça laisse songeur, hein. Ça donne envie de vomir en fait, mais plus poliment, ça laisse songeur. Oui, donc ce monsieur, au lieu de me dire je comprends pas ta réaction, tu as dû te tromper, mes mesures sont nickel, il me menace de mettre en ligne des messages privés. Je trouve ça complètement hallucinant. Des messages privés, on était potes, je trouve ça dingue. Enfin bref, donc là pour l'instant je cède à la menace, c'est-à-dire que j'ai pas mis de nom dans la première vidéo, mais je cède pas à la menace, je vais quand même débouquer tout le monde. Et par contre je sais pas si je vais les nommer, donc dites-moi dans les commentaires si vous avez envie, enfin si vous avez envie, si vous pensez que c'est nécessaire ou pas. Moi je pense que c'est pas nécessaire de les nommer, de toute façon ils vont se reconnaître. Et les sites, vous allez vite reconnaître. Vous allez voir. De toute façon, c'est tellement. Après, je comprends qu'ils n'ont pas envie parce que quand tu es acculé, bah, tu deviens agressif. Enfin, tu deviens menaçant. Quand tu es acculé, tu deviens menaçant. C'est ce qui se passe avec Jacques et Patrice depuis des années. Dès qu'ils sont acculés dans leurs conneries, ils agressent. Voilà. Donc, premier volume, c'est kilomètres. Deuxième, il y a 30 grammes, je vous le laisse. Troisième, Papy Jacques, si tu es là, frappe 3 fois. Le 4, vous pouvez préciser. Et le 5, pas très net. N'hésitez pas à partager. Je passe énormément d'heures dessus. Alors, tout ça, je le fais vraiment pour moi. Et je vous le partage. Mais je le fais d'abord pour moi. J'ai pas envie d'être youtubeur, mais vraiment pas, absolument pas envie. Ça demande énormément de temps de préparer toutes les émissions, énormément de temps de filmer, couper les vidéos. En plus, je suis un mauvais présentateur, donc j'ai des conneries, je me répète, je bafouille. Donc je passe du temps à couper tout ce que je dis. Donc c'est énormément de boulot, je le fais vraiment pour moi et je vous le partage totalement bénévolement et gratuitement. Il n'y aura jamais de pub, jamais une seule pub sur ma chaîne, jamais, jamais, jamais. Donc partagez, si vous ne partagez pas, si mes vidéos n'avancent pas, évidemment, à un moment j'arrêterai parce que j'ai autre chose j'ai plein d'autres choses à faire. Voilà, merci beaucoup, bon visionnage, ciao. Eh bien le bonjour à tous. William, le retour, comme d'hab, à la routine. Avec Alexis Sédou. Bonjour Alexis. Bonjour William, Donc, très heureux petit d'être là. rappel, tu es historien, archéologue, ta période d'études, ça a été le Haut Moyen-Âge. Tu t'es Oui, spécialisé toujours. dans le bâti. En archéologie, j'ai fait du bâti antique et médiéval. Voilà. En histoire, j'ai fait aussi l'Antiquité du médiéval. On fait toutes les périodes en histoire, mais ça, c'est ma spécialité, hein. C'est là-dessus où j'ai passé au master et plus, hein. Et j'ai beaucoup travaillé sur le bâti, effectivement, antique et médiéval, en pierre, en bois, les chantiers de construction, les matériaux, les carrières, enfin tout ce qui va avec, évidemment, hein. Et puis, disons-le aussi, évidemment, comme tout archéologue, j'ai fouillé ou j'ai participé à des chantiers de restauration, hein.
puisque de toute façon en archéologie, on ne peut valider une année que si on valide également au moins un stage de fouille. Donc évidemment, on a fait du terrain, hein, c'est obligatoire. L'archéologie sans terrain, absolument. Alors, il faut savoir que le terrain, c'est à peu près 20% du travail de l'archéologue. Il y a encore 20-30% qui sont l'analyse, parce que c'est bien de trouver des choses, mais il faut les analyser, hein, c'est là où c'est le plus important. Hein. Et puis ensuite, il y a tout le travail, alors l'analyse des objets, hein, c'est qu'on prend chacun des objets, on les analyse, on dit voilà, ça, c'est tel objet, c'est une céramique, j'ai la date de ça, elle fait tel style, on l'a trouvé là, etc. Bon, avec tout ce qui est l'enregistrement du terrain qui est très important. Et puis ensuite, évidemment, il y a tout le travail de réflexion et de synthèse, hein, donc la production des papiers. Et puis en amont, il y a tout le travail également de pré-recherche, si je puis dire, qui consiste à savoir où on va fouiller et pourquoi on va fouiller là. Alors, on ne va pas fouiller au hasard, on n'arrive pas en disant tiens, ça me plaît bien, il y a un champ, il est joli, je vais creuser un trou là. Hein, donc il y a tout le travail de prospective, hein, la prospection qui est ultra importante, que l'on fait à la fois sur les documents écrits quand on en a, pour les périodes historiques, et puis évidemment sur le champ. Hein, par exemple, si quelqu'un trouve des silex sur un champ et qu'il le déclare au service régional, mais les archéologues vont évidemment prospecter ce champ pour savoir s'il y a quelque chose à trouver ou pas. Voilà. Puis il y a des fouilles préventives quand on construit une maison, quand on construit une piscine, Voilà. un bâtiment public, il y a toujours des fouilles préventives. Absolument. Pour éventuellement bloquer le chantier pour 3 semaines ou 1 mois ou 6 mois. Absolument, absolument. C'est une grosse partie du travail. C'est grâce à. Alors, dans toute l'Europe, ça fonctionne comme ça. Les fouilles préventives, hein, c'est des lois qui sont passées dans les années 2000 et qui obligent l'aménageur, donc celui qui construit un bâtiment, un train, etc., à demander un diagnostic archéologique. Et effectivement, c'est l'INRAP qui est chargé par la loi de faire ce diagnostic. Et s'il y a quelque chose à fouiller, eh ben, éventuellement, il est fouillé. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça qu'on a beaucoup trouvé de choses récentes, hein, notamment il y a une fouille dans la région en Alsace qui était sur un échangeur routier. On faisait un nouvel échangeur routier sur une autoroute en Alsace, et ça permet de découvrir une des plus belles tombes à chars hein, du 6e siècle avant notre ère. Pardon. Voilà, c'est ce genre de choses essentielles. Et les archéologues sont très friands, évidemment. J'ai eu la chance de participer à la fois à des fouilles préventives, donc ce type de fouilles, notamment sur les nécropoles mérovingienne, carolingienne, hein. Et puis des fouilles programmées, c'est le deuxième truc, où là, on sait qu'on a un site, il ne va pas être endommagé, voilà, et on y vient pendant 2, 3, 4, 5 ans de suite, hein, et on va fouiller par petits bouts. C'est une fouille qui est plus fine encore, hein. Je l'ai fait notamment au Vieux-Livreux dans le Nord, en Normandie, pardon, voilà, c'est des choses tout à fait remarquables. Alors, il faut savoir qu'il y a des sites qui sont étudiés 10, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Où le chef de projet revient lui-même tous les ans. Absolument. Des fois, il est abandonné, entre guillemets, pendant 5 ans. Et le site est repris des fois 20 ans, 15 ans, 20 ans après. Absolument. Avec les nouvelles technologies, avec le carbone 14, avec la thermoluminescence. Ouais. Là, bien sûr, où je veux en venir, en fait, parce que quand on te reproche depuis pas mal de temps, on a reproché il y a très peu de temps, de répéter bêtement ce qu'il y a écrit dans les bouquins, ce qu'il y a écrit dans les études. Et que du coup, les historiens et les archéologues, ils trouvent rien en fait, parce que il paraît que l'histoire, d'après les chercheurs alternatifs, il paraît que l'histoire est gelée depuis à peu près le 19e siècle. Hein. On est complètement gelé. Alors, je rappelle quand même vite fait que très récemment, très récemment, en 2017, jusqu'à aujourd'hui, on pensait que l'Homo sapiens le plus vieil Homo sapiens qu'on avait trouvé venait d'Afrique de l'Est. Et là, en 2017, on a retrouvé des restes qui sont 100 000 ans plus vieux. Donc, on était 200 000 ans, on passe à 300 000 ans, moins 300 000 ans, l'Homo sapiens du Maroc. Donc là, c'est des progrès qui sont faits. Là, c'est 2017. Donc, on ne peut pas dire que l'histoire est gelée. Enfin, c'est aberrant et stupide, vraiment stupide. Et de dire que des gens comme toi, donc, je répète que tu n'es pas le seul historien et archéologue du monde. Heureusement. Mais quand j'entends les chercheurs alternatifs aujourd'hui, je me dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Je veux dire, c'est des milliers. Aujourd'hui, je crois qu'il y a 6500 archéologues et archéologues et historiens en activité en France. J'ai téléchargé la liste de tous les égyptologues du monde. Il y en a dans tous les pays. Alors, la question qu'il faut se poser, c'est comment tous ces gens-là peuvent être bêtes à ce moment-là, c'est-à-dire répéter. Et il faudrait qu'on prouve, en fait, vraiment qu'on ne fait pas de progrès. Sachez que moi, quand j'étais gamin, on disait que c'était les esclaves qui avaient fait les grandes pyramides. On s'est rendu compte que c'était faux, donc on a changé les livres d'histoire. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les Gaulois étaient des gros barbares. Aujourd'hui, on sait très bien que
leurs huttes, leurs bijoux, leurs habits étaient d'une finesse totalement incroyable. Ils avaient vraiment le sens de l'art, le sens artistique, alors qu'il y a encore 100 ans, on pensait vraiment que c'était des gros bonnets. Donc, Ouais, ça, tout à fait. tout le temps, Mm, mm. tous les jours. Oui. Moi, j'ai pas l'impression de répéter ce que je lis. J'ai l'impression d'analyser à mesure que je lis. Et si ça ne paraît pas cohérent, eh ben, je me pose des questions. Mais L'histoire est une science humaine qui est en perpétuelle évolution, comme toutes les sciences humaines, hein, mais l'histoire que je connais mieux que les autres sciences humaines, évidemment, elle se remet en question en permanence. Alors d'abord, il faut savoir qu'un historien qui se bornerait à répéter ce qu'a dit un historien avant, ses chances de continuer la carrière sont nulles, hein, on va le dire tout de suite, hein, parce que évidemment, c'est pas la peine de ressortir une thèse qui est sortie dans les années 30 hein, et la republier, hein, ça n'a pas d'intérêt. Bon. Donc déjà, c'est la même chose en archéologie, évidemment. Ensuite, il faut savoir que l'histoire et l'archéologie ont, surtout depuis, depuis leur fondation, c'est le 19e siècle effectivement, hein, ont connu beaucoup de modifications dans leurs hypothèses, dans leurs méthodes surtout. Les méthodes ont beaucoup changé, parce qu'elles sont affinées simplement. Hein. Quand au 19e siècle, vous ne travaillez qu'avec les textes en latin et que vous n'aviez pas les moyens, par exemple, de répertorier tous les textes latins connus, bah, ça vous limitait dans votre travail. Évidemment, l'arrivée de l'informatique a totalement modifié ces pratiques. Hein. Dans les années 60, on a commencé, alors c'était tout début de l'informatique, hein, bah, à pouvoir faire des bases de données et de dire, tiens, les textes latins, je reprends la même chose, on en a là et là, tiens, ceux-là, ils sont proches, etc. Et on ne pouvait pas le faire avant, c'était impossible, techniquement, c'était impossible. Et puis, pour l'histoire encore, hein, je parle encore une fois que l'histoire, hein, la technique sur les matériaux, sur les types d'écriture, sur la linguistique, qui a fait beaucoup de progrès, on est beaucoup plus fin sur la linguistique. Il y a des langues qu'on ne savait pas traduire. Je veux dire, par exemple, le mycénien, les langues mycéniennes, hein, donc en Grèce, hein, quand les sites ont été fouillés à la fin du 19e siècle, on a retrouvé des écritures, on ne savait pas les lire. Dans les années 50, en 52, hein, Chadwick et Ventris ont déchiffré ces langues. C'est un progrès énorme. Évidemment, ça a totalement modifié notre vision de l'époque mycénienne. Alors, c'est permanent. Et puis, en plus, il y a des nouveaux champs qui s'ouvrent. Hein, ce qu'on appelle un champ en histoire, c'est un nouveau espace de recherche. Hein. Par exemple, au lieu de faire que l'histoire culturelle française, bah maintenant on fait de l'histoire de la culture des villes. Voilà, c'est un champ un peu différent. Ou l'histoire du sport, par exemple, l'histoire du sport, il y a 50 ans, personne ne faisait l'histoire du sport. On disait, oh, ouais, non, mais le sport, c'est un truc qui passe à la télé, les gens regardent le rugby, ça n'a aucun intérêt. Mais non, c'est une activité sociale importante, elle a des implications économiques, sociales, etc. Donc vous voyez, les champs sont ouverts. Et évidemment, en archéologie aussi, énormément. En archéologie, il y a un tournant qu'on appelle la New Archéologie, il y a des années 60. Alors, je vais juste le détailler rapidement parce que c'est important dans ce qu'on dit, c'est qu'au départ, l'archéologie, qui naît dans les 19e siècle, 1850 à peu près, hein, elle essaie de suivre plus ou moins ce que dit l'histoire. Alors, évidemment, pas pour les périodes préhistoriques parce qu'il n'y a pas d'éléments. Mais en gros, l'égyptologie du début ou l'archéologie grecque du début, elle dit, tiens, on a un texte, il faut trouver matériellement ce que ça dit. C'est ce qu'on appelle l'archéologie culturelle. Alors avec beaucoup de biais, hein, c'est une archéologie qui a beaucoup modifié. Et puis les méthodes ont beaucoup changé dans les années 20 et 30. On a commencé à faire des fouilles systématiques, on a commencé à faire des datations qui étaient purement relatives, mais en utilisant les questions des stratigraphies. Donc ça a pas mal modifié et on s'est rendu compte que avec l'archéologie, on avait une vision différente du monde. Et donc, on est arrivé avec une archéologie qui s'intéressait un peu plus aux sociétés, un peu plus aux objets et leur organisation spatiale. C'était le grand truc des années 20 à 50. Et puis dans les années 60, on s'est rendu compte qu'avec les objets qu'on avait, on pouvait aller encore plus loin, en s'appuyant notamment sur l'anthropologie, donc sur une autre science humaine, et qu'on pouvait carrément comprendre le fonctionnement des sociétés à travers le matériel. Alors, pas entièrement, évidemment, c'est évidemment pas entièrement uniquement avec des silex, on ne peut pas tout comprendre, mais on peut aller beaucoup plus loin qu'on ce que faisait avant. Par exemple, comprendre la fabrication des silex, dire tiens, si on fait des silex ultra complexes à construire, ça veut dire qu'il y a une classe sociale, entre guillemets, ou qu'il y a un groupe qui est spécialisé là-dedans. Donc, s'il y a une spécialisation, ça veut dire qu'il y a une hiérarchisation de la société. Et c'est comme ça qu'on avance. Donc, ça, c'est un tournant gigantesque dans l'archéologie. On est encore au-delà de ça aujourd'hui, hein, où l'archéologie cherche vraiment à étudier les sociétés en profondeur, et puis avec l'apport, évidemment, de ce qu'on appelle l'archéométrie, donc les datations, carbone 14, TL, terminal de licence, dendrocologie, mais tout ce qui est carpologie, tout ce qui est étude, ce qu'on appelle l'anthracologie, l'étude
des cendres, parce que ça nous donne plein d'effets. La palynologie, l'étude des pollens. Avec la palynologie, on a les milieux naturels dans lesquels évoluent les gens. Donc, le climat, on a vraiment voilà. pensé quel climat il faisait à l'époque. Enfin, c'est vraiment très précis, quoi, quand même. Très précis, très précis. Alors, pour prendre l'exemple de l'Égypte, par exemple, la palynologie, elle est extrêmement utile. Elle nous permet de voir où était cultivé tel type de céréales, à quelle maturation, est-ce qu'il y avait des plantes adventices, donc des genres de coquelicots équivalents qu'on trouvait dans les blés, est-ce qu'il y avait des plantes qu'on ne connaissait pas, est-ce que, par exemple, on servait des palmiers dattiers, très bien, mais on s'est rendu compte que parfois on les mettait dans les champs, parce que ça faisait de l'ombre à d'autres cultures. Souvent voilà. Bon, et ça, avec la palynologie, on l'a. Alors, on pouvait le deviner, on pouvait l'imaginer, mais on ne pouvait pas le démontrer. Là, maintenant, on peut le démontrer. Et après, on a le LIDAR aujourd'hui qui arrive à enlever toute la végétation. Donc, on découvre des villes nouvelles, qu'on fouille, bien évidemment tout de suite, parce que l'archéologue, il n'a qu'une envie, c'est de savoir. Personnellement, je serais archéologue, j'aurais qu'une envie, c'est d'aller sur le terrain quand je découvre un nouvel site Maya ou autre sur LIDAR. Et que, à ma connaissance, en tous les cas, en tous les cas, à ma connaissance, au jour d'aujourd'hui, on n'a retrouvé aucune trace d'Atlante ou d'Alien ou je ne sais quoi qui aurait construit des cités mayas, les pyramides d'Égypte, les pyramides Enfin, pour l'instant, il n'y a rien. Rien. Toutes les datations correspondent, tous les écrits correspondent. Je me demande ce qu'on fout là, en fait, Alexis, des fois. Là, il est 11h du match, je me demande ce qu'on fout là, malheureusement. Voilà, il n'y a vraiment rien. Alors, et c'est pas faute d'avoir cherché, parce que l'hypothèse Atlantide, elle a été, je prends celle-ci, mais Mille et Muri ou autre, elle a été projetée plein de fois. Enfin, il y a plein de personnes qui l'ont mise en avant. Encore en 1967, lors des fouilles d'Akritorie, c'est une île en Grèce, donc c'est Santorin, c'est là où il y avait le mont Santorin. L'équipe qui a fouillé, l'équipe grecque qui a fouillé, s'est demandé si, eh bien, ce ne serait pas l'origine de l'Atlantide pour Platon. Parce qu'effectivement, on sait que l'île de Santorin, c'est un volcan qui a explosé, c'est une explosion plinienne comme le Vésuve, donc ça a créé un cratère. Alors, la population s'est enfuie avant l'explosion, ils étaient plus intelligents qu'un pays, ils ont compris que ça allait arriver, donc, bon, mais évidemment, ça a explosé, et ça fait une explosion très importante. Donc, évidemment, un véritable cataclysme. Et donc, le fouilleur s'est dit, tiens, voilà, est-ce que ce ne serait pas ça qu'en fait, Platon évoque de l'Atlantide, le souvenir de cette explosion-là. Bon. Et on s'est rendu compte que... Tu parles de la fin du Minoen et... C'est ça, en fait, c'est au milieu du Minoen, c'est à peu près au milieu du Minoen, c'est vers 1600, je crois que c'est le début du Minoen 2 de mémoire. Mais donc la question s'est posée. Et effectivement, les fouilles qui ont été menées à peu près partout n'ont jamais démontré la présence d'une civilisation avancée type Atlantide, Mule et Muri ou de gens venus de l'espace qui aurait une présence physique. C'est de la pure imagination que de penser ça. Alors, pure imagination qui sert à des gens qui permet de faire vendre du papier, mais qui, archéologiquement et historiquement, n'a aucune valeur. Aucune valeur. Alors, on va peut-être attaquer notre histoire du maître quand même, parce que c'est le but de l'émission, c'est de chercher Enfin, moi, j'ai cherché pendant pas mal de petits mois le lien entre maître et coudé. Est-ce que le maître a pu être inventé avant la date officielle? Voilà, j'aime bien le mot officiel, ça me fait beaucoup rire maintenant. Je l'employais avant quand j'étais chercheur alternatif, mais maintenant, il me fait vraiment, vraiment beaucoup rire. Donc, je vais commencer avec ma petite locution latine, qui est mala, malus, mala, mala, date, qui veut dire un mauvais pommier donne de mauvaises pommes. Et c'est vrai, et c'est vrai, c'est vrai. Et la première question que je me suis posée, Alexis, que je vais te poser, pourquoi, alors comme je l'ai cité tout à l'heure, on y a des milliers d'archéologues qui travaillent tous les jours, on a des milliers d'historiens à travers le monde qui étudient l'égyptologie, qui étudient l'Antiquité en général, et le Moyen-Âge, et la Renaissance, toutes les époques confondues. Et personne ne parle du maître. Alors pourquoi en tout cas, ces gens-là ils assurent que le maître était connu, et moi je me pose la question, pourquoi ils continuent à dire ça alors que personne des professionnels ne le voit, ce maître. J'arrive pas à répondre à cette question qui est stupide, parce que si personne ne le trouve, c'est que peut-être qu'il n'est pas là.
C'est la première chose qu'on se fait, hein, parce que en préalable, on peut dire qu'en histoire et en archéologie, hein, si on n'a pas de source infirme quelque chose, qui met en place, qui prouve quelque chose ou qui montre que cette chose existe, on part du principe qu'elle n'existe pas. Hein, c'est un peu la base. Hein, c'est un peu, si on ne trouve pas de char d'assaut avec des chenilles à l'époque égyptienne, hein, on part du principe que ce char d'assaut à chenilles n'existait pas à l'époque égyptienne. C'est pas parce que ça n'existe pas que ça n'existe pas. Voilà, bon, que ça n'existe pas. Alors, c'est quelque chose qui est très, très employé. Hein, on le retrouve dans certains discours hein, de manière claire en disant, bah, nous, on part du principe que si on n'a pas de preuves, hein, bah, c'est pas que ça n'existe pas, c'est que ça pourrait exister. Oui, sauf que en histoire, on ne peut pas fonctionner comme ça parce que sinon, on peut imaginer tout et n'importe quoi. On peut imaginer que. On a le droit de se poser la question. Voilà. Non, mais il faut se poser la question. Mais la question, on y trouve une réponse parce qu'on a des sources. Alors, pourquoi toutes ces personnes veulent absolument avoir le maître? Alors, je crois qu'il y a 3 raisons. La première, c'est une raison de légitimation, hein, c'est-à-dire que si effectivement on démontrait que le maître existe depuis des âges extrêmement retardés, hein, reculés, eh bien ça voudrait dire qu'il y a eu une science mathématique, géométrique, en utilisant ce terme-là, très ancienne, hein, et que cette science, elle aurait perduré à l'époque, et ça permet de relier à plein d'autres choses, à une société primordiale, hein, j'utilise ce terme précis, hein, qui est mis en avant par René Guénon, hein, donc une société très ancienne, qu'il y aurait également une transmission très ancienne, orale, puisqu'on n'a pas trouvé physiquement ce maître, et bien oui, mais il y aurait des sociétés secrètes, occultes, hein, on va dire, le terme d'occulte est peut-être meilleur, hein, qui se serait transmis le maître. Donc c'est la première chose, c'est légitimer une ancienne société. Le second, ça permettrait également à ces personnes de faire valoir une espèce de science ésotérique particulière, hein, qui relie également, alors qui relie à la géométrie, bien sûr, hein, à la construction, évidemment, quelque chose qui va avec, et à plein d'autres sciences anciennes, hein, ou philosophie ancienne, parce qu'il y a les deux, hein, l'alchimie, l'hermétisme, la gnose, hein, tout ça serait mélangé et le maître ferait un espèce de lien géométrique, hein, parce que la géométrie joue un rôle très important pour eux. Et puis le troisième élément, je crois qu'il est beaucoup plus trivial que ça, hein, il est d'essayer de montrer, eh bien que, je devrais utiliser ton terme, hein, que les chercheurs officiels se trompent, hein, et nous trompent, hein, en mettant en avant l'idée que, ils cachent cette idée du maître parce qu'ils ne veulent pas sortir de leur dogme, entre guillemets, alors dogme en histoire, il va falloir en discuter, hein, de leur dogme, et qu'ils veulent conserver leur précaré en essayant de cacher au grand public, et surtout à eux, grands chercheurs, pseudo-chercheurs alternatifs, hein, qui auraient trouvé, en dépit des tentatives de masquage de la science officielle, une réalité nouvelle. Voilà. Je crois que c'est les 3 grands éléments qui sont derrière. Je pense qu'il est plus prudent de vérifier, d'analyser, de lire, et puis de se faire son avis, tout simplement comme je l'ai fait. Si aujourd'hui je suis là à parler avec Alexis en tutoyant, c'est bien que c'est pas parce qu'il m'a lavé le cerveau, comme on l'a dit sur le net. Non, enfin, c'est stupide, méchant, et ça n'a aucun sens. Vraiment aucun sens. Alexis, comment on connaît les étalons antiques? Alors, on connaît les étalons antiques parce qu'on les a trouvés. C'est assez simple, hein, comme technique. La question des mesures est une question qui est assez ancienne dans l'archéologie et dans la pseudo-archéologie. Hein. C'est quelque chose qui date quasiment du début et quasiment concomitant. Hein. Les premiers travaux d'archéologie, j'ai dit, c'est 1850. Hein. Le premier livre de pseudo-archéologie parlant des mesures, c'était Taylor 1859. Donc, on est vraiment très proche. Alors, évidemment, ça a obligé les historiens et les archéologues à se poser cette question de la mesure, qui est très importante, hein, parce qu'elle n'a pas qu'une dimension géométrique, hein, elle a aussi une dimension économique, sociale, voire politique. Hein, c'est très important. Alors, comment on peut être sûr qu'une mesure existe? Eh bien, on ne peut être sûr si on a des documents qui le prouvent. En gros, on a 2 types de documents, des documents écrits qui disent, voilà, ce bâtiment fait 25 coudées. Bah, on sait qu'il y a une mesure qui s'appelle la coudée. On ne sait pas combien elle mesure, mais on sait qu'il y a une mesure qui s'appelle la coudée. C'est déjà pas mal. Hein. De temps en temps, on a des populations dans lesquelles on n'a pas les noms des mesures. Hein. Et puis, évidemment, pour savoir la taille de la coudée, eh bien, le mieux, c'est la trouver, réellement. Et par chance, on en trouve, évidemment. Alors, parlons du terme égyptien. Hein. En Égypte,
On a trouvé, alors des coudées, c'est pas la seule mesure égyptienne, ça fait une mesure qui fait partie du système de mesure égyptienne, mais il se trouve qu'elle est assez importante et que ces coudées, on en a trouvé à la fois sur les chantiers, donc des coudées d'emploi, si je puis dire, hein, bon, qui ont été laissés abandonnés, Des outils, des outils, voilà, des vrais outils. des vrais outils, absolument. On en a retrouvé, hein, comme on en trouve ailleurs, hein, et comme on trouve de temps en temps sur un chantier de fouille, un outil, parce que le gars l'a fait tomber, l'a oublié, il est tombé dans une fosse, enfin bon, voilà. Bon. Et puis on a trouvé également, toujours pour l'Égypte antique, hein, des coudées qu'on appelle votives, hein, c'est-à-dire qui ont été des cadeaux donnés ou préparés et qu'on trouve dans les tombes d'arpenteurs. Hein. Donc les arpenteurs sont enterrés avec leurs outils. Voilà, ce qui est assez logique. Hein. C'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent, hein, d'être enterré avec ses outils, c'est assez classique. Dans tous les métiers, on va enterrer le voilà. musicien avec sa guitare favori, voilà, c'est absolument. normal, quoi. Voilà, ça se fait encore hein, au Mexique. Hein, celui qui aime la moto, il a sa moto sur sa tombe. Enfin bon, c'est le cas mexicain qui est particulier, mais ça montre que c'est pas quelque chose qui est unique et particulier à l'Égypte. Et donc ces coudées trouvées en fouille, elles sont tout à fait remarquables. Alors, c'est pas des coudées d'emploi, mais elles donnent les mesures, la taille un peu approximative de la coudée, et puis elles donnent les divisions également, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on sait qu'une coudée, elle est divisée en doigts, en palmes, etc., etc. Donc ça nous donne un outil qui nous permet d'objectiver, hein, c'est le terme qu'on emploie, d'objectiver la mesure de la coudée. On sait qu'une coudée, eh ben, en gros, avec toutes celles qu'on a trouvées, elles sont un peu variables, il n'y a pas une coudée, enfin, elles ne sont pas toutes égales à la même taille. En gros, elles sont entre 52,2 et 52,7, 52,9 cm. Voilà, c'est vraiment la taille que l'on a. Donc voilà comment on sait et on détermine la taille des métals. Donc moi, je vais énumérer un petit peu les longueurs de coudées que j'avais répertoriées sur mon ordi, parce que j'en avais déjà, parce que quand j'étais chercheur alternatif, je pensais que c'était un atout que j'avais, de savoir que les archéologues ne savaient pas la longueur de la coudée exacte. Je me dis, ah putain, c'est la merde, j'en suis sûr, c'est des cons. Enfin bref. Ah, je vous jure, j'étais vraiment un gars un peu débile. Mais bon. Donc j'ai cherché la longueur des coudées en général. Et dans le magnifique film que j'ai adoré, qui s'appelle La réalisation des pyramides, que j'appelle maintenant LRDP, LRDP parce que c'est vraiment du vent qui sent vraiment, vraiment, vraiment mauvais. J'avais envie de dire de la merde, mais j'ose pas parce qu'on est sur YouTube. Sur YouTube, c'est la télé, donc il faut être propre et correct. Mais c'est quand même de la grosse merde ce film. Donc j'ai cherché, donc, dans LRDP, on nous dit à 58 minutes que la coudée fait 52,36. Alors cette coudée, c'est la coudée de Jean Kérissel, qui était un ingénieur des ponts et chaussées. Donc il a eu des chantiers vraiment, vraiment énormes à réaliser, dont le métro du Caire. Donc c'est un spécialiste des sols. Donc comment creuser, où creuser, la nature des sols. Donc il s'est intéressé beaucoup à l'égyptologie. Il a même été égyptologue diplômé. Et d'après les mesures de la chambre haute, lui, donc c'est le seul que j'ai trouvé, il avait estimé la coudée à 0,5236. J'ai cherché les autres estimations de la coudée. Alors, John Grievous l'estime à 52,40. Isaac Newton, il a estimé la coudée à 52,40. Edmé François Jomard, qu'il a estimé à 57,70. Alors, je ne sais pas sur quel site, malheureusement. William Matthew Flanders Petrie, il l'a estimé à 52,37. Nous avons Alan Anderson Galliner, qui l'a estimé à 0,5230. Nous avons aussi deux astronomes et mathématiciens, Giovanni Antonio Amadeo Plana et Giorgio Bidone, qui ont, eux, pas d'après les bâtiments, mais d'après une vraie coudée, un objet, un outil. Donc, ils ont été mandatés et payés par le musée de Turin pour mesurer la coudée de Turin. Ils ont passé quelques semaines à mesurer cet objet. Alors, mesurer, moi, je rigole, parce que je dis, putain, les mecs, les vénards, passer 3 mois ou 6 mois à mesurer un bout de bois, c'est cool comme travail. En fait, ce n'est pas qu'une mesure, mais analyser la coudée. Donc, eux, ils ont une estimation à 52,35. Gilles Dormion, qui a fait la rénovation des aérations de la chambre haute, la chambre du roi Khufu, dans la Grande Pyramide. Lui, il a fait une estimation, il a trouvé la coudée, d'après la chambre haute, à 52,35 dans son livre La chambre de Khéops, et il réitère dans LRDP à 58 minutes 34, et il réitère à 52,35. Alors j'insiste là-dessus parce que vous allez voir que dans le deuxième épisode, dans le cinquième épisode, on a un petit souci avec cette coudée, avec
avec Gilles Dormion. Voilà, voilà. Ça sera dans le 5e épisode où je vais un petit peu, comment dire, mettre à mal quelques chercheurs alternatifs. Je vous le dis franchement. Jean-Philippe Leher, mon bon Jean-Philippe Leher, je vous rappelle, 60 ans de recherche sur le pathoglisé, une personne que je critiquais indirectement parce que je pensais avoir raison et lui tort. 60 ans sur site, moi 0 minutes, 0 secondes sur site, messieurs, dames. Lui, il l'avait estimé à 52,40. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on a une notion qui est très, très largement mise en avant par les pseudo-chercheurs, c'est qu'il existe une coudée intangible qui a servi pendant toute l'Égypte. Alors, en réalité, c'est méconnaître la question du chantier ancien. Hein. Après, il faut l'excuser, ils ne lisent pas une seule étude. Alors, il faut savoir que sur un chantier, et ça va être quasiment jusqu'au 19e siècle, hein, la coudée qui fait foi, c'est la coudée du maître d'œuvre. Voilà, c'est tout. Hein, voilà. C'est-à-dire que le maître d'œuvre, il a une coudée qui est en gros la bonne taille, autour de 52 à 52,7, mais peu importe, hein, je veux dire, bon, et c'est sa coudée qui va compter. Voilà. Et de toute façon, sur ces chantiers, il y a une tolérance qu'on n'aurait plus aujourd'hui, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes normes dans le chantier, hein, mais une tolérance qui est importante. Bon. L'important, c'est qu'effectivement, il y ait une seule mesure qui soit prise pour tout le monde, pour ce chantier-là. Et ça a très bien été montré dans d'autres études, hein, notamment par Jean-François Carlotti, qui a étudié des bâtiments à Karnak, hein, donc sur un ensemble de bâtiments qui datent de la 18e dynastie, qui ont été faits par plusieurs souverains, enfin qui ont été commandités par plusieurs souverains. Hein. Il montre que, en gros, pour chacun des bâtiments, il y a un module qui fonctionne, qui est présent, hein, mais qu'entre deux bâtiments différents, même du même règne, les modules peuvent être un peu différents. Alors, pas très différents. On ne passe pas d'une coudée de 70 cm à une coudée de 50 cm. Hein. Mais on a un coup 52,2, un coup 52,4, un coup 52,3, un coup 52,35. Bon. Et là, on va dire, peu importe, ce n'est pas leur problème. Mais en réalité, c'est ça qui compte. C'est que le maître d'œuvre est, pour ce bâtiment-là, une mesure avec laquelle il peut vérifier que son plan est à peu près fonctionnel. Son plan au sol est à peu près fonctionnel. Se fixer l'idée qu'il y a une seule coudée de 52,36, que ceci est intangible et que c'est grâce à elle, c'est ce qu'on verra après bien sûr, on a le maître, n'a aucun sens en termes de recherche, ni en termes de recherche de terrain. Encore une fois, sur les coudées qui existent, on n'a pas qui font 52,36, hein, parce que ce que tu as cité, c'est des estimations. Tout à fait. D'après les bâtiments. D'après les bâtiments, ce qui est un truc qui est quasiment impossible à faire, hein, parce que ça veut dire qu'on connaîtrait le nombre de coudées initiales du bâtiment. Bon. Alors, par exemple, pour la chambre haute, c'est Phineas Petrie qui estime qu'il y a 20 coudées sur 10. Mais c'est une estimation, il n'en sait rien, en réalité. Hein, il n'a pas d'éléments qui le disent. Donc, on part d'une estimation, et de cette estimation, on fait une autre estimation. Ça commence à faire beaucoup de marge d'erreur. Voilà. Donc il faut bien voir que ce qui compte pour le constructeur, et on le retrouve au Moyen-Âge, on le retrouve dans toute l'Antiquité romaine, dans toute l'Antiquité grecque, hein, ce qui fait foi, c'est la coudée qu'utilise le maître d'œuvre. Et il est quand même plus raisonnable de penser, raisonnable au sens propre du terme, qu'une pyramide de 230 mètres de côté, elle a été faite avec une coudée de 52 cm, de 50 cm. Sur le chantier, il peut avoir plusieurs coudées à travers le temps, mais aussi on peut avoir un chantier ici avec une coudée à 52,30 par exemple, et puis un chantier à 5 km, on a une coudée carrément à 53,70. Bien sûr, bien sûr. On a plein d'exemples historiques, hein, effectivement. Alors celui de Carnac, celui de Jean-François Carlotti, c'est un des exemples les plus intéressants parce qu'il a étudié des bâtiments dans un même secteur, dans un même contexte, qui est à peu près la même époque. Mais on a par exemple sur des chantiers un peu plus récents du Moyen-Âge, hein, mais les techniques de mesure sont les mêmes, hein, quasiment, hein, une ville entière qui est nouvelle, qui est construite, hein, ce qu'on appelle une bastide, hein, où dans la bastide, on donne en toise, hein, ça fait à peu près 2 mètres. Hein, donc chacun a le droit à des maisons de telle taille, et que quand on mesure les toits sur le terrain, elles sont toutes différentes. Voilà. Donc entre la maison de M. Dupont et M. Durand, il y a 3 cm ou 5 cm d'écart, hein, simplement parce que la toise est proche, mais pas la même. Et ça, 3-5 cm d'écart à l'époque, c'est une des tolérances qui sont acceptées. Bon. On n'a pas en plus... Ouais, c'est tellement pas très grave sur l'échelle du Absolument. Absolument. Et il faut aussi savoir que si aujourd'hui on a des tolérances beaucoup plus faibles, c'est qu'on a les moyens de les calculer. On a les outils pour les calculer. Hein, voilà. Aujourd'hui, on a des outils. Alors, le premier outil un peu efficace pour calculer les tolérances, c'est le piacoulis. Hein, ça date du XVIIe siècle. Hein, contrairement à ce que dit M. Petit, hein, la coudée n'est pas un piacoulis. Ça n'a absolument rien à voir. Hein. Si on n'a pas d'objet ou d'instrument pour calculer la tolérance, on ne peut pas
avoir une précision équivalente pour tous les secteurs. C'est juste pas possible. Hein. Techniquement, c'est pas possible. Mais, eh bien, les pseudo-chercheurs imaginent qu'effectivement, ce serait magique, hein, que tout le monde aurait une très jolie coudée qui sortirait en usine et qui ferait toutes 52-36. Alors, c'était compliqué, du coup. C'est pour ça qu'on a inventé. On va quand même arriver au mètre à un de ces moments. C'est pour ça qu'on a inventé le mètre aussi. C'est qu'en France, avant le mètre, euh, si on n'a pas les mêmes unités de mesure, de poids, de longueur, ben c'est un peu le bordel pour vendre un mètre de tissu. Il fait combien ton mètre de tissu? Il fait combien ton kilo de grain? Il fait combien? Donc, pour être un peu plus équitable et pour gérer les impôts aussi, parce que c'est important, on a inventé ce mètre. On a unifié les mesures, absolument. On a absolument unifié les mesures. Donc, le maître de l'astronome mathématicien Jean-Baptiste Joseph Delambre et son collègue l'astronome Pierre Méchain, ils ne sont pas partis tous les deux pendant 6 ans, la tête dans le pâté avec leur panier de pique-nique en disant allez, on va faire mine de retrouver le maître. Ça ne s'est pas passé comme ça. Il y a eu d'abord l'invention du maître, c'est des heures, des semaines, des mois de blabla. Plus que ça, c'est plus que ça. L'idée d'avoir des mesures en Europe de l'Ouest, parce qu'évidemment c'est un truc qui vient de l'Europe de l'Ouest, hein, le mètre, hein, hors Angleterre. Bon, un cas particulier. Oui, on en parlera dans notre 3e épisode. Oui, hors Angleterre. C'est une volonté d'abord des savants et ensuite économique et politique. On commence à discuter de l'idée d'avoir une mesure universelle à la fin du XVIIe siècle, à un moment où les sciences commencent à se mettre en place et que la science a besoin d'unités communes. Hein, pour que si quelqu'un fait une expérience à Nuremberg et qu'il envoie une lettre décrivant son expérience à Londres, on parle de la même chose. Hein. Évidemment, ce n'était pas le cas. Hein. Donc évidemment, ça posait un certain nombre de problèmes. Donc on se dit, entre savants, on se dit, ce serait bien qu'on ait des unités communes. Mais pas que pour les distances, hein, pour les poids, pour les pressions atmosphériques, on commence à les calculer. Donc on invente aussi des nouvelles mesures. C'est-à-dire qu'on puisse communiquer plus facilement. Absolument, absolument. Et avec les mêmes normes, les mêmes bases. Au XVIIIe siècle, il y a dans toute l'Europe une énorme croissance économique, hein, une très forte croissance économique, je ne reviens pas dessus, c'est des facteurs différents, hein, qui est doublée de ce qu'on appelle l'époque des Lumières, hein, où on commence à réfléchir sur l'organisation de la société. On a déjà réfléchi avant, mais hors de l'Église, hein, c'est un élément qui est important. Et on réfléchit surtout à la croissance économique. Comment on peut améliorer la croissance économique? Et on se rend compte qu'effectivement, il y a plein de freins, mais un des freins, eh bien, c'est les différences de mesure. C'est que, par exemple, si j'achète un drap à Gênes, il va être de telle distance, de telle taille, une taille que je ne connais pas, qui sera, je ne connais pas les mesures génoises, mais qui sera, appelons-la la toise génoise, hein, et arrivée en France, eh ben, elle est calculée en aune, bon, qui est une mesure classique des tissus, bon, qui est différente du pied qui lui sert pour les bâtiments. Bon. Donc il y a une telle multiplicité de mesures que c'est très compliqué de faire des échanges. Ça demande des efforts compliqués, qu'il faut des changeurs hein, ou des gens qui vont vérifier les tailles. Et puis donc, comme la coudée, je veux dire, de la Dordogne à la Gironde, c'est pas la même. Encore différent. Un marchand qui passait de département en département, absolument. Il fallait qu'il s'adapte. Ou il était trop cher, ou il était plus assez cher du coup. Absolument. De région à région, il fallait changer. Alors, au Moyen-Âge, il y avait déjà ce problème-là qu'on avait plus ou moins résolu parce que les gens allaient sur place avec leurs marchandises, donc ça aidait, mais à partir du moment où on commence à renvoyer des marchandises, hein, c'est un problème. Bon. Donc, eh ben, la pression économique a fait qu'on s'est dit qu'il serait bien d'avoir un système de mesure important. Et ce qui a accéléré, si je puis dire la chose, hein, c'est la Révolution française, parce que avant la réunion des États généraux, hein, donc à partir de mai 1789, hein, appelé par Louis XVI, eh bien, il y a eu ce qu'on appelle les cahiers de doléances. C'est-à-dire qu'en gros, dans toutes les régions, on a demandé aux 3 ordres, hein, au clergé, aux tiers-états et aux nobles, qu'est-ce qu'ils voudraient réformer, qu'est-ce qu'ils voudraient comme modification. Et une des choses qui apparaît, parmi des milliers de choses, hein, parce que la cahier de doléances, il y a à la fois monsieur un tel de tel dit qui dit bah, ce serait bien que le pont en bois il soit un pont en pierre. Bon, il y a vraiment des tout détails, mais il y a aussi un truc récurrent, c'est avoir un système de mesure commun à tout l'espace du royaume. Hein, et c'est là que, eh bien, pendant la Révolution française, va se créer une commission qui va abolir les anciennes mesures, les mesures d'ancien régime, et comme une mesure révolutionnaire, une nouveauté, hein, va créer une mesure commune, dite universelle. Alors universelle, hein, ça veut dire pour toute la France à l'époque, hein, il se trouve qu'elle s'est déployée ailleurs, mais au départ, ça veut dire universelle. Et c'est comme ça que Delambre et Méchain sont mandatés par
l'assembler pour trouver un moyen de déterminer une mesure universelle sur quelque chose de fixe, sur quelque chose de précis. Hein. Si jamais, comme ça, on perd l'étalon, hein, si l'étalon est perdu, ben, on peut trouver une formule pour le recalculer. Voilà. Et c'est ça qu'on leur demande, hein, clairement. Et ben, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont travailler sur la Terre. Pourquoi? Parce que ben, la Terre, c'est universel, tout le monde est sur la même. Hein, donc, bon. Et qu'au XVIIIe siècle, on sait assez précisément, parce qu'on sait calculer maintenant les longitudes de manière beaucoup, beaucoup plus fine qu'on le faisait un siècle avant, on sait calculer la mesure de la Terre, et donc c'est ça qu'on va leur demander, hein, c'est de partir de la Terre, hein, pour trouver une division qui permettrait de donner de manière permanente l'unité de mesure qui serait le mètre. Donc eux, ils ont choisi, alors ils voulaient 2 points avec, près du niveau de la mer, pour que les deux villes, enfin les 2 points de mesure départ et arrivée soient à peu près au même niveau. Donc ils ont choisi Dunkerque et Barcelone. Oui. Donc la France, ils ont traversé la France par Paris, en fait, voilà. La ligne passe par Paris, Dunkerque et Barcelone. Alors moi j'ai contrôlé avec Google Earth aujourd'hui, ça me permettait de faire une petite vérification si Google Earth sur les grandes distances était fiable. Et effectivement, là, j'ai trouvé 1073 km. Je crois que c'est exactement ce qu'ils ont trouvé de l'Ambre, pas en mètres, bien évidemment, à l'époque. Donc, il y a un truc qui m'a assez épaté, c'est que déjà, la Terre n'est pas vraiment ronde. Ce n'est pas vraiment un globe. J'ai trouvé un article dans Science et Avenir de 2017. Je me permets de le lire. Répartition inégale des masses, épisodes glaciaires et réchauffement climatique modifient localement et au cours du temps la physionomie de notre planète. Avec son rayon de 6371 km, la Terre est globalement ronde, car il faut compter sur la répartition inégale des masses, aussi bien en surface qu'en profondeur, de la croûte et du manteau. Les matériaux qui la composent sont plus ou moins denses, certaines parties du manteau sont plus épaisses que d'autres. Autant de causes qui modifient localement le champ de gravité. Les mesures géodésiques réalisées ces dernières années montrent des bosses et des creux. La forme irrégulière de l'image est due à un effet de gravité. La déformation est exagérée de 100 000 fois. Alors, vous voyez bien sur cette image, on voit vraiment c'est pas une boule de Noël, c'est vraiment déformé. Donc, est-ce que je dois croire que ces 1000 km sont juste une estimation? Non, on est à la fin du XVIIIe siècle, on est à un moment où on sait très bien déterminer un point. Alors ça prend du temps, c'est des calculs, hein, c'est un progrès très très intéressant à étudier. Moi j'ai eu la chance de travailler un petit peu là-dessus quand j'étais encore étudiant, hein, sur les questions de la géographie, sur la géographie. Hein. Alors, il faut savoir que la latitude, ça s'est calculé assez vite, parce que ça se fait par rapport à des étoiles. Bon, et ça, avec l'invention du quadrant puis du sextant, hein, dès le XVIe siècle, on sait calculer une latitude. Le problème, c'est la longitude. Parce qu'on peut la calculer sur des tables astronomiques, mais c'est assez compliqué à faire, c'est des calculs assez complexes, hein, et que la meilleure technique pour le faire, c'est de calculer la position d'une étoile par rapport à l'heure où on est, par rapport à son point de départ. Donc il faut conserver l'heure. Hein. Le problème, c'était la conservation de l'heure. Donc il faut avoir des bons chronomètres. Voilà. Et le problème du chronomètre, c'est que le chronomètre, à l'époque, il perd du temps. Il perd 1 seconde, 2 secondes par jour, ce qui est beaucoup, évidemment, parce que 30 jours, hein, ça fait 30 secondes, on perd un peu de points. Et c'est l'invention du chronomètre de marine, hein, en Angleterre, au milieu du XVIIIe siècle, hein, qui a permis d'améliorer ça. Donc, quand Delambre et Méchain font leurs calculs, ils ont des bonnes choses. Et tu disais, c'est une longue logistique, parce qu'effectivement, avant de partir, il a fallu aussi établir le protocole. Qu'est-ce qu'on allait faire? Et donc les savants ont échangé. Est-ce que c'est la bonne technique, pas la bonne technique? Est-ce que c'est le bon calcul? Est-ce qu'il ne faut pas vérifier ailleurs? Bon, tout ça a été mis en place, et tout ça est disponible. Hein, si les gens veulent chercher sur la manière dont Delambre et Méchain et dont les commissions ont travaillé sur la création du mètre, hein, c'est totalement ouvert. Je crois que sur Gallica, il y a absolument les ensemble. Hein, c'est tout ce qu'il faut. Absolument. Donc il y a eu tout ce travail qui a été fait en amont, ce qui a pris beaucoup de temps, mais leurs mesures sont vraiment bonnes. Enfin, je veux dire, elles n'ont pas été très démenties depuis. Hein. On a les sources, hein, ce qui est évidemment la base. On a plein d'études, hein, sur l'histoire du mètre. Hein. C'est des choses qui ont été écrites. Enfin, il y a tout un champ, pour reprendre ce terme que j'ai utilisé au départ. Hein. Il y a un champ d'histoire qui est la métrologie historique. Hein. C'est un champ de travail, hein, qui travaille là-dessus, enfin, qui explique comment ça s'est mis en place. Voilà. Alors, il y a une marge d'erreur qui est liée à l'époque, mais globalement, elle n'est pas suffisamment significative. Voilà. Et puis l'important, c'était d'établir un étalon. Hein.
On aurait pu partir sur le principe en disant, voilà, je vais simplement prendre monsieur un tel, je vais faire étendre les bras et ça va être la nouvelle mesure. Le problème, c'est qu'on voulait quelque chose de reproductible. Hein. C'est pour ça qu'on a fait cette complexité, c'est qu'on voulait que ce soit reproductible pour que, en cas de perte de cette mesure, on puisse la refaire. C'était ça l'objectif. Donc, j'ai vu aussi, c'est un des premiers trucs que j'ai lu qui m'a assez chamboulé, j'ai envie de dire, si je retrouve mon petit slide. La première apparition du mètre date de 1650 comme étant la longueur d'un pendule battant la seconde. Oui. Depuis cette date, il gardera toujours cet ordre de grandeur dans ses multiples définitions. Alors, c'est ordre de grandeur, ça veut dire que le mètre est un petit peu extensible, Alexis. C'est-à-dire qu'entre 1650, où on dit, tiens, on est en plein milieu de la révolution scientifique, hein, c'est ce que je disais au début. On cherche d'avoir des unités communes et on cherche une manière de le calculer de manière universelle. Hein. C'est encore une fois l'objectif. Hein. Et le moment où il était défini donc, par Delambre et Méchain, hein, effectivement, en gros, on est resté sur une taille qui est à peu près équivalente, voilà, à un pourcentage près. Voilà. En gros, ça semblait être pratique. Voilà, il semblait que c'était quelque chose de pratique à utiliser. Hein. Comme le pied, la coudée, le yard anglais. Hein, le yard anglais, c'est proche du mètre. Hein, c'est simplement pratique. Hein. Et effectivement, grosso modo, entre la première tentative fondée sur le pendule, puis on s'est rendu compte pour des raisons diverses et variées, notamment de gravité, que ça ne fonctionnait pas, bon, que ce n'était pas universel, on n'avait pas une mesure universelle, hein, eh bien, en gros, le mètre a à peu près fait la même taille, mais avant de le déterminer comme on le connaît aujourd'hui, il y a eu des petites variations. Alors, les chercheurs alternatifs disent que le mètre a été inventé par une population totalement inconnue. Donc, moi, j'ai cherché l'existence pendant presque 10 ans. Je n'ai pas trouvé, mais pas le moindre porte-clés, pas le moindre indice, pas la moindre miette de pain. Je dis très franchement mais vraiment que dalle. Donc, ils sont encore là-dedans. Le mètre a été inventé par les Atlantes. Il aurait été caché. On ne sait toujours pas pourquoi. Et puis, il aura réapparu à la Révolution française en disant « Ah, on vient d'inventer un truc ». Je me suis posé des questions des centaines de fois, je ne trouve pas de réponse. Pourquoi cacher ce mètre? Alors déjà, il faut déjà l'inventer par les Atlantes, il y a 12 000 ans, ou je sais, X années. Il faudrait demander à M. Matrice Pouillard, je pense qu'il doit avoir des dates bien précises, puisque c'est quand même le professionnel. Hein. Il doit avoir des informations qu'on n'a pas, enfin que je n'ai pas en tous les cas. Comment des mecs qui ont des vaisseaux spatiaux, parce que je ne vois pas comment on peut mesurer la Terre autrement, il y a 15 000 ou 20 000 ans. Hein, donc déjà, ils ont défini un mètre qui n'est pas précis à 0,000. Hein, ça n'existe pas. La précision, la Terre n'est pas globalement ronde. Elle évolue beaucoup à travers le temps. Donc la Terre de 12 000 ans, il ne met pas la même circonférence qu'aujourd'hui, ça c'est sûr et certain. Alors même si c'est des petits centimètres, ça met tout le mètre et la coudée à 52,36 à la poubelle. C'est bien évident. Donc moi je me demande comment c'est possible d'inventer un truc, de le cacher, de le ressortir. Et surtout toi qui es historien et archéologue, qui a étudié le Haut Moyen-Âge et l'Antiquité, est-ce que tu as trouvé des petits indices qui te font penser que la Rome antique, par exemple, connaissait le mètre? Est-ce qu'il y a un rapport entre le pied et le mètre, la coudée antique romaine et la coudée égyptienne, par exemple, qui sont très proches, mais c'est pas la même? Alors, aucun. On va être très rapide. Hein. Il n'y a aucun rapport, hein, évidemment. Hein. Les mesures hein, qui existent en Égypte ou en Grèce hein, sont très différentes des mesures égyptiennes. Hein. En gros, en Égypte, effectivement, la mesure moyenne, entre guillemets, c'est la coudée, mais encore une fois, il y a plein d'autres mesures, hein, le doigt, la palme, etc. Bon, puis il y a 2 systèmes de mesure en plus en Égypte, hein, ce qui complique un peu les choses, mais bon, enfin, qui complique pas, mais qui en gros rend la chose un peu plus complexe. Mais par exemple, dans la Rome antique, hein, la petite mesure, si je puis dire, c'est plutôt le pied hein, qu'on utilise, hein, c'est plutôt ça. La coudée est quasiment, enfin, je n'ai pas souvenir d'en voir beaucoup. Donc déjà, c'est un premier problème. Ensuite, il faut savoir que en Grèce ou à Rome, hein, il n'y a pas une coudée ou un pied, mais plein différents. Bon, alors, en Grèce, ça s'explique de manière assez facile, hein, parce que, en fait, ce n'est pas un empire, c'est pas un système centralisé, ce sont des cités. Hein, et que chaque cité a fait valoir ses propres systèmes de poids et mesure, hein, pour des raisons
pratique pour certaines, hein, mais aussi pour des raisons politiques. Parce qu'évidemment, je pouvais imposer mon système de mesure aux autres cités pour montrer mon hégémonie. Hein. C'est un terme grec, hein, ça tombe bien, hégémon. Hein, voilà. C'était le cas aussi, par exemple, pour les monnaies. Hein. La monnaie athénienne avait une valeur, non pas une valeur supérieure en termes de chiffres, mais une valeur de confiance, entre guillemets, supérieure à la monnaie d'une autre cité, parce que c'était Athènes qui était une ville plus puissante. On préférait avoir du drachme athénien que du papaout d'une île, d'une petite île qui n'avait pas de réserve d'argent. Bon, la raison en est simplement qu'il y avait des mines d'argent, enfin, une des raisons, outre la puissance athénienne, mais qu'il y avait des mines d'argent en plus à Athènes qui permettaient de fournir les choses. Ça, c'est autre chose de différent. Alors, il faut savoir, donc déjà, c'est une raison qui est politique, hein, plus que géométrique. Pour Rome, qui est un empire plus centralisé, hein, il y a aussi une adaptation. C'est-à-dire que Rome ne va pas imposer un pied romain partout dans l'ensemble de l'Empire. D'abord, ça ne sert à rien, ça leur sert absolument à rien. Ce qui est important, c'est simplement que les mesures communiquent les unes entre les autres, hein, et qu'ils vont s'adapter. Là, par exemple, dans le nord de la Gaule, hein, il va y avoir le pied drusien qui probablement emprunté à des mesures celtes. Bon. Alors qu'à Rome, le pied, c'est le pied latin qui est employé depuis le 6e, 5e siècle avant notre ère, qui est présent. En Égypte, hein, qui appartient à l'Empire romain, on va conserver les mesures égyptiennes, pourquoi pas? Je veux dire, c'est pas important. Bon, évidemment, cette multiplicité des mesures enlève l'idée que ces mesures puissent être liées à une mesure centrale. Parce que s'il y avait une mesure centrale, ils ne se seraient pas embêtés. Je veux dire, à avoir des tableaux de répartition, ils auraient pris cette mesure centrale et dit, écoutez, les gars, nous on a un truc qui est génial, ça s'appelle le mètre. Hein, métron, ça veut dire, c'est un terme qui veut dire plus ou moins la mesure en grec. Hein. Tout le monde l'emploie, vous verrez, vous serez content, ça vous plaira. Puis nous, ça nous simplifie la vie pour les impôts, etc. etc. Donc, s'ils avaient eu cette mesure, ils l'auraient faite. Et on a des documents, notamment des textes de loi romains, je pense à un texte de Dioclétien notamment, qui est un empereur qui a régné de 284 à 305, hein, qui veut, pour des raisons économiques, harmoniser les taxes, hein, et donc il harmonise plus ou moins les mesures, mais plus ou moins seulement, hein, en disant, voilà, il y a ça, ça et ça, etc. Il ne se sert jamais d'une mesure unique qui serait dérivée du mètre hein, pour les distances. Hein. Donc cette idée qu'il y a un mètre qui est inventé et qui aurait été caché, mais qu'on n'aurait pas employé parce qu'on voulait le cacher, n'a vraiment aucun sens. Ça n'a pas de sens. Aucun sens. C'est comme inventer une voiture ou un avion au Moyen-Âge et dire je vais le garder pour moi, je le ressortirai en 2000. L'important à l'époque, c'est que la mesure au moment du marché soit à peu près connue. Hein. Donc, il suffit qu'elle soit présentée. Donc, il y a des étalons qui sont utilisés. On retrouve ça beaucoup au Moyen-Âge, un petit peu à l'Antiquité, mais beaucoup au Moyen-Âge, où effectivement, on a sur les marchés un étalon, qui est l'étalon de base. Hein. Par exemple, pour les tissus, hein, qui est le gros marché à partir du XIIe, XIIIe siècle, hein, les tissus, les draps en lin, en laine prennent une grande importance. Hein, et ça crée des centres économiques importants. Eh bien, la mesure en général du tissu, c'est l'aune qui est employée, en tout cas dans le nord du Royaume de France. Hein. Bon, eh bien, sur le marché, il y a un gars qui est chargé d'avoir l'aune de la ville. Voilà, point. C'est celle de la ville, voilà. Et c'est tout, ça suffit. Hein. Et si on lui demande, hein, il va vérifier les autres des autres. Et on a des textes de loi qui, justement, vont condamner à des peines assez sévères hein, les faussaires, hein, ceux qui se servent d'une aune différente, qui la raccourcit de 3 cm, par exemple, hein, voilà, pour essayer de grappiller quelques sous. Bon, ouais, et puis j'ai vu même des fabricants de tissus qui tissaient moins fort leur tissu. Et du coup, ils gagnaient quelques centimètres par rouleau de tissu. Voilà, absolument. Ces mecs-là se faisaient gauler, ils étaient taxés, ils étaient marqués au tampon rouge en disant toi, la prochaine fois, mon pote, on ne va pas sur le marché. Donc évidemment, ça montre que les systèmes de mesure jusqu'à l'invention du mètre en Europe de l'Ouest, et en France en particulier, sont extrêmement variables et ne sont pas liés au mètre. Parce qu'ils ne se seraient pas embêtés. Parce que, voilà, c'est quand même très pénible. Et on a des textes plus tardifs, 17e, 18e, on dit, mais c'est vachement chiant, parce que moi, je produis ma toile en Bretagne, hein, j'ai une super toile en Bretagne que je produis, j'essaie de la vendre en Picardie, mais je ne sais pas si les mecs ne vont pas me gauler et ne vont pas me gruger parce qu'ils vont m'employer à une mesure qui n'est pas la mienne. Voilà. Donc c'est vraiment, donc vraiment cette idée que le mètre soit caché n'a pas de sens. Alors la question de savoir c'est comment et pourquoi elle est cachée, ça c'est encore une autre question, à mon avis, il faudra te la poser. Bah là, c'est pareil, moi j'invite vraiment, mais du fond de cœur, j'invite vraiment les chercheurs alternatifs à venir
avec moi débattre sur ma petite chaîne pour qu'ils me donnent enfin des éléments, parce que ça fait 10 ans que j'attends des éléments concrets et ça fait 10 ans qu'on me donne, à part mesurer des bâtiments en mètres, ce qui n'a pas de sens, on ne mesure pas une pyramide en mètres. Enfin, on peut la mesurer pour savoir combien elle mesure en mètres, mais en tirer des conclusions, je trouve ça plus que limite en fait. Je trouve ça très limite en fait. C'est plus que limite. C'est plus que limite. La métrologie historique, alors c'est un truc qui a beaucoup été employé fin 19e, début 20e, puis c'est un peu tombé dans des études parce qu'on s'est dit que finalement ça n'a pas tellement d'intérêt, puis c'est beaucoup remonté dans les années 1980-1990 parce qu'on s'est emparé de la question sociale et économique de la mesure plus que de la mesure elle-même. Bon. Et il y a des travaux qui ont été faits, notamment en histoire du bâti médiéval, hein, que je connais bien parce que là c'est vraiment ma spécialité hein, pour le coup, hein, notamment par Alain Guéraud qui s'est posé la question. Est-ce que l'on peut mesurer des bâtiments et en tirer des conclusions en termes physiques? Et il répond non, c'est pas possible. Pour une raison qui est simple, c'est qu'est-ce qu'on mesure? Qu'est-ce qu'on doit mesurer? La taille complète du bâtiment? À quel moment? Quand il est construit? Quand il est restauré? La taille de la porte? Mais la hauteur, la longueur, la largeur, la diagonale? Bon. Donc, ce que montre Alain Guéraud, et le montre très très bien, cette étude est géniale, je la mettrai si tu veux en description, elle est tout à fait intéressante, hein, montre que en calculant dans une région la taille des bâtiments, on peut en tirer des systèmes modulaires. On peut dire, tiens voilà, en gros, dans cette région, à une époque donnée, il se sert plus ou moins de ce module. Voilà. Et que dans ce bâtiment-là, eh ben, ils ont fait un module de 3,50 m, et ils le répètent 3 fois, et voilà, toc toc, hein, c'est pas compliqué. Ça leur permet comme ça s'est fait un peu partout, en fait. Absolument, c'est pratique, c'est simple, voilà, puis ça permet en même temps de entre guillemets, standardiser la taille de la pierre, la longueur des poutres, enfin, bon, voilà. Mais qu'il est absolument impossible d'en tirer une unité de mesure, hein, et pour le Moyen-Âge comme pour l'Antiquité, eh bien, il faut se fier aux étalons qu'on trouve, et on en trouve. Donc on sait sur tel chantier tel étalon est utilisé. Voilà. Mais c'est absolument impossible de travailler. Comme tu disais tout à l'heure, où on a des étalons physiques, des outils, ou alors on a des tests. Voilà. Là, on est sur un parchemin, on est sur un mur verbal. Bah oui, c'est marqué que tel temple faisait temps sur temps. Voilà. Là, c'est des preuves archéologiques indéniables. Voilà, absolument. Voilà. Ou alors, on en tire juste des proportions. On dit, tiens, ce bâtiment. C'est ça. En gros, la source la plus solide pour établir un étalon, pour établir une mesure, c'est l'étalon lui-même, physique, hein, qu'on trouve. La source secondaire, c'est effectivement un texte qui donne le nombre de longueurs, et on peut en tirer une idée. Voilà. Alors, on a ça notamment pour quelques temples athéniens où on sait que le temple faisait 50 ou 60 pieds, je dis n'importe quoi, j'ai pas de taille, hein, et on le mesure aujourd'hui, il fait effectivement 20 mètres, et ben on divise l'un par l'autre, on dit voilà, pour ce bâtiment, le pied fait en gros 30 mètres. Environ ça. Environ ça. Et puis, effectivement, si on mesure des bâtiments, on a l'idée du module utilisé. Voilà. Mais c'est juste une idée très vague, hein, voilà, avec une marge d'erreur relativement importante. Donc, question encore débile, je suis désolé de te la pose. Donc, aucune, à ta connaissance, aucun doute sur l'histoire. Tu n'as pas l'impression d'avoir été berné par tes pairs. Et puis surtout, toi qui as étudié le bâti médiéval, tu n'as pas trouvé de traces non plus dans l'époque médiévale. Là, on nous parle de la quine aussi. J'ai cherché cet outil sur Internet, j'ai cherché des écrits. J'ai rien trouvé à part sur le cahier de Boscodon numéro 4. Donc c'est la seule trace de cette quine. Qui n'a pas de sens, encore une fois. Je suis désolé, mais avoir un bout de bois d'une coudée égyptienne, comment tu as fait ton bout de bois à 0,5236 dixièmes de mille? Moi qui suis bricoleur, décorateur de théâtre, sculpteur depuis plus de 25 ans, je ne sais pas comment. Alors, quel bois tu as pris? J'espère que tu n'as pas pris du sapin, au moins du hêtre. Un bois extrêmement dur et facile à travailler. Comment tu as fait cette putain de règle à 52,36 quand tu veux sur ma chaîne? Moi, Alexis, ça m'énerve. Alors, bon, effectivement, en travaillant sur le bâti antique et médiéval, on ne trouve aucune trace hein, de ces éléments. Et effectivement, est apparu dans les années 80
dans une mouvance assez particulière que j'essaie d'étudier un peu, et dans ce fameux numéro 4 des quais de Boscodon, l'idée d'une mesure universelle médiévale qui s'appelle la kin. Alors, je crois que l'idée qui est derrière, c'est de montrer qu'il existe un groupe de constructeurs, de bâtisseurs, qui se serait transmis secrètement. Alors, l'idée du secret est très importante dans cette idée. Ça Secrètement. permet de rien expliquer. Absolument, absolument. Et surtout de ne pas avoir à démontrer et à prouver. Bon, alors le problème, c'est que si le secret est vraiment secret, comment on le sait? Bon, et si le secret n'est pas si secret, ben on a des sources. Je veux dire, par exemple, la franc-maçonnerie qui est réputée secrète, on connaît parfaitement les systèmes. On en a parlé sur l'autre émission. Voilà, c'est bon. Alors, apparaît donc cette idée. Donc, l'idée sous-jacente, c'est qu'effectivement, il y a une espèce de compagnie de bâtisseurs qui se transmettrait un système de mesure parfait, universel, dont l'élément serait la kin. Et la kin serait un élément qui comprendrait les 5 mesures universelles, dont la fameuse coudée égyptienne à 52-36. Alors, on reviendra sur la 52-36, parce qu'elle est issue du calcul et d'un travail qui a été fait par René Schweitzer-Lubitz et Charles Funkelette, bon, qui est très, très spécial. On en parlera dans le 3e épisode, Alexis. Avec grand plaisir. Bon. Alors, première chose, le terme de kin. Le terme de kin, ils disent, oui, c'est bien, ça fait 5, il y a 5 mesures. Bon, sauf que le terme de kin, quand on cherche les sources, alors on a un outil très très utile en médiéval, c'est un dictionnaire de latin qu'on appelle le Ducange, c'est un dictionnaire qui a été établi au XVIIe siècle, qui a été établi parce que au XVIIe siècle, quand on voulait travailler sur des chartes anciennes médiévales, on ne connaissait plus les mots latins, du latin médiéval. Donc on avait le latin classique, et donc il y a un monsieur Ducange, qui a fait un travail de fourmi, qui a repris plein de chartes et qui a retrouvé des termes et qui les a réexpliqués, des termes médiévaux. Bon. Et donc, on a le terme kin, kinas, vous pouvez regarder, le Ducange, il est en ligne, c'est un dictionnaire qui est en ligne, qui est facile à trouver, nous on s'en sert, moi je m'en sers très 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 régulièrement. Bon. Le terme de kinas existe, bon. Il détermine un jeu de cartes à 5. C'est un jeu de cartes, oui, c'est ça. Je le vois de la mesure, évidemment. Bon. Alors, l'autre problème qui est derrière, c'est que cette kin, on en a trouvé nulle part. On a retrouvé des étalons du Moyen-Âge. On en a un qui est ultra connu, qui est un maître d'œuvre de Reims, Lidberger, et sur sa tombe, et on a notamment une mesure. Alors, si la kin, alors c'est un maître d'œuvre important, il a travaillé sur des chantiers extrêmement importants à Reims, notamment de tête l'abbatiale de Reims, sur des restaurations de l'abbatiale de Reims. Bon, donc si c'était une mesure universelle et qu'on mettait sur sa tombe la mesure dont il sert, on aurait mis une kin. Bon. Et donc, on a mis sa propre mesure à lui, qui est un pied assez allongé. Donc, le terme de kin n'existe pas. On n'a pas retrouvé de kin en fouille. Les mesures qui sont comprises dans la kin ne sont plus des mesures utilisées au Moyen-Âge. Ni la coudée égyptienne, ni la palme ne sont employées. On n'en a aucune trace, quoi. Aucune trace, zéro, nulle part, mais même pas de nom, même pas par nom. Enfin, je veux dire, c'est des trucs, même dans les textes. Ils ne sont pas connus du tout. Voilà. Et alors, en fouillant un peu, on essaie de savoir comment nos amis du Quai de Boscodon ont travaillé pour trouver cette kin. Eh bien, ils expliquent qu'en fait, ils sont partis de mesures de bâtiments de 2 monastères. Le monastère de Boscodon, voilà, et un autre monastère qui est celui de Sédan, que j'ai revu l'été dernier, dans lequel on a cette kin, puisque les deux étaient associés, et c'est tout. Donc, ils sont partis de mesures qui ne détaillent pas, c'est-à-dire que le Quai de Boscodon, même chose, on trouve en ligne, je le fournis à qui il est facile à trouver, explique. On a trouvé la kin, c'est ça. On a fait des mesures, on ne sait pas quelles mesures, on ne sait pas leur tolérance. Donc, on est vraiment dans une invention complète. Et c'est un cahier, c'est comme un cahier brouillon. Le problème, c'est que ça a beaucoup plu, cette hypothèse de la kin, qui, encore une fois, n'a pas été démontrée. Il n'y a pas un article scientifique dessus qui permette de le démontrer. Moi, j'ai écrit un article justement sur le fait que la kin n'existe pas, que c'est une invention. Donc, il n'y a rien de solide sur la question. Mais ça a beaucoup plu parce que ça concerne cette transmission à travers les temps et les âges, et que l'on trouve parfois, même dans des émissions de télévision, alors pas dans un article scientifique, mais dans une télévision, des gens qui disent « Ah oui, effectivement, il y avait une fameuse mesure des bâtisseurs du Moyen-Âge qui était là. » Voilà. Scientifiquement et archéologiquement, ça n'a absolument aucune valeur. Encore une fois, parce que... Aucune valeur, pas parce que tu le dis, ça n'a aucune valeur parce qu'il n'y a pas de traces. Voilà. Alors, historique ni archéologique. Voilà. Ça n'a aucune valeur pour 3 raisons. 1, il n'y a pas de traces. Bon, c'est évident. 2, la méthode employée
est une méthode qui n'est absolument pas fiable, qui n'est pas du tout solide. 3, la manière dont c'est présenté, notamment en termes de type de mesure et de nom des mesures, ne ressort nulle part dans les textes. Voilà. Même les noms sont inventés. Kin, c'est un terme qui n'existe pas au Moyen-Âge. Enfin, il existe, mais c'est un jeu, encore une fois, c'est un jeu de cartes. Voilà, c'est pas un système de mesure. Alors on va te dire, c'est normal, c'est secret, c'est caché, donc le nom était caché, la kin a été cachée. Très bien, alors. C'est tellement bien caché qu'elle réapparaît après l'RDP. Bien que de la merde. Voilà. Enfin, ça vient d'un film qui est mensonger et qui a été fait pour faire des thunes. Hein. Patrice Poirier et Jacques Grimaud, dans la LRDP, se servent de la kin de Bosconon. Hein. Évidemment, ça rajoute à leur hypothèse. Mais bon, ils font que la montrer, ils démontrent rien. Comme évidemment, ils ne donnent pas leur source, hein, il faut creuser un tout petit peu pour trouver leur source. On n'arrive pas à savoir. Mais effectivement, cette idée de la kin, qui est très à la mode dans les années 80. Dans les années 80, on est dans un moment aussi où les historiens de l'art, hein, plus que les archéologues, réfléchissent beaucoup à comment les cathédrales, comment la transmission des techniques des cathédrales se sont faites, et ils ont pensé à ces fameux groupes de maîtres d'œuvre, hein, qui se transmettaient des savoirs de manière orale. Bon. On a montré que ça ne fonctionnait pas, que c'était faux, hein, que ça ne fonctionnait pas, mais à l'époque c'était à la mode. Et c'est là où on voit que l'histoire a fait des progrès. C'est qu'une hypothèse qui a été posée dans les années 70-80, qui était une hypothèse dominante, hein, on la trouve dans un certain nombre d'ouvrages, elle a été démentie par la recherche, et elle est devenue, donc, c'est plus une hypothèse. Hein, donc l'histoire a évolué sur ce plan-là. À une époque, on pensait que c'était fonctionnel. Aujourd'hui, on s'est rendu compte, à l'analyse des sources, hein, notamment beaucoup des sources archéologiques, ce qu'on faisait moins à l'époque, hein, que cette hypothèse ne fonctionnait pas. Mais à l'époque, quand la kin est sortie, c'était dans cette hypothèse-là. Surtout que il faut savoir qu'il y a des cathédrales, alors j'ai plus le nom malheureusement, je crois que c'est la cathédrale de Strasbourg, je crois qu'elle a été faite par 5 ou 6 mètres à suivre. Bien sûr. Parce que ça a duré tellement longtemps qu'il y en a qui sont morts, il y en a qui ont été virés, parce qu'il y a des mammouths de fric, machin bidule. Ouais. Et on n'a retrouvé aucune kin. Sur les chantiers, des fois, il y avait 50, 60 personnes mais il y a des fois, il y en avait beaucoup plus pour certaines parties de l'édifice. Et on n'a jamais retrouvé un seul maçon qui s'est barré chez lui, qui est mort avec sa kin, qu'on a retrouvé dans une fondation de bâtiment. C'est important. Absolument. C'est pas un mec qui cache la kin, ce sont des centaines de mecs qui cachent la kin. D'autant que sur les chantiers des cathédrales, comme tu dis, on a des textes. Ouais, on a des épures surtout des cathédrales. Hein. Des épures, on en a au sol, etc. Bon, on a des maquettes également, parce qu'en fait, on travaille beaucoup sur maquettes probablement au départ. Bon. Et on a des textes, notamment des textes de chantier, hein, qui sont des comptes de chantier, bon, qui disent on veut tant de telle taille de pierre, tant de telle taille de pierre. Et là, le terme de kin n'apparaît jamais. Jamais. Ni la coudée égyptienne d'ailleurs. Ni la coudée égyptienne, ni la pala. C'est un exemple que je t'ai donné, puis je suis en train d'en trouver d'autres, hein, sur un autre article que je suis en train d'écrire. Hein, là, bon, on a des exemples, hein, physiques. Hein, j'ai cité celui de Lisberger. On a l'étalon de Regensburg, hein, je pense que tu vas le montrer, hein, qui est sur un bâtiment civil, là, pour le coup. Hein. Il y en a un en Italie, je crois qu'il est à Modène, j'espère le voir bientôt, où effectivement il y a une barre de métal, hein, parce que là, du coup, c'est des barres de métal qui sont utilisées, hein, parce que c'est un peu moins... c'est un peu plus solide comme système, hein, qui sont ancrés. Jamais on ne trouve ni mention du terme de kin, ni un texte, ni un étalon physique qui ressemble à une kin. Jamais. Ouais, le siège du conseil municipal, c'est ça, hein, en Allemagne? Oui, c'est la mairie. Rathaus, on traduira en France mairie, mais c'est le siège du conseil municipal en allemand. Ah, c'est ça. Hein. C'est le Rathaus. Rathaus, oui, Rathaus. Rat, c'est le conseil et Haus, c'est la maison, donc la maison du conseil. Voilà, Rathaus. Je parle pas allemand et toi, t'as. Oui, je suis en Allemagne, donc voilà, c'est plus mon truc. Si tu dis, je crois l'allemand encore, là? Oui, j'espère. Je suis encore un peu loin, mais j'espère parler allemand d'ici un an. Voilà. Donc, ces étalons, ils ont été accrochés donc, sur ce, je ne vais pas le prononcer, ce Rathaus. Rathaus, oui, absolument. Donc, ils n'ont pas été accrochés à l'origine du bâtiment. Moi, j'ai cherché des vieilles photos. Là, ils sont accrochés comme un musée. C'est ça. C'est parfois même quelque chose de votif, hein, qui consacre le maître d'œuvre. C'est-à-dire qu'on met la mesure du maître d'œuvre. Hein. On a pensé à une époque, c'est quelque chose qui reste à discuter, qu'on l'avait laissé là, parce que si le maître d'œuvre changeait, on conservait les talons de base. Hein. C'est pour ça que souvent dans les églises ou les cathédrales qui sont construites, c'est au niveau de l'abside, parce que très souvent, on commençait par l'abside en termes de la construction. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est souvent le cas.
Bon, c'est une hypothèse, on n'a pas de source qui permette de montrer, mais c'est une hypothèse effectivement qu'on collait l'étalon du premier maître d'œuvre pour que tous les maîtres d'œuvre le suivent. Hein. C'est une hypothèse qu'on a mis en avant. Elle est fonctionnelle, mais on n'a pas de source qui permet de le démontrer. Mais il faut savoir que même nous, moi je ne suis pas métrologue de formation, de la métrologie historique j'en ai fait parce que c'est utile dans le travail du bâtiment. Ma spécialité, c'est plutôt l'étude des chantiers, des constructions, des matériaux, etc. Bon, donc évidemment, quand j'ai besoin d'avoir des connaissances en métrologie historique, je vais prendre des gens qui sont des spécialistes meilleurs que moi. Je veux dire, je vais lire les articles d'Alain Guéraud, je vais lire les manuels de métrologie historique, je vais regarder leurs méthodes, hein, et je vais m'appuyer là-dessus. Parce que eux, ça fait longtemps, 10, 15, 20 ans qu'ils travaillent. Et inversement, si ces gens-là ont besoin de connaissances sur le bâti médiéval, bah, ils vont regarder les travaux des spécialistes du bâti médiéval, à la limite les miens. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Hein, parce que c'est impossible de tout savoir. Et en revanche, il y a pas mal d'études qui sont produites, hein, qui sont ultra faciles d'accès. Je veux dire, c'est pas du tout compliqué. Hein. On ne demande pas à chacun d'acheter des bibliothèques entières et d'avoir des bouquins, mais les articles, il y a des articles disponibles en ligne, des articles scientifiques de très haut niveau. Il y a des sites gratuits. Hein. C'est gratuit, c'est facile, c'est téléchargé en 2 secondes. Tu peux les stocker sur un disque dur, tu peux en télécharger des milliers. Voilà. Ça prend aucune place. Prenons l'exemple de l'égyptologie, hein. L'IFAO, donc l'Institut français des archéologies orientales, l'archéologie orientale, hein, qui travaille notamment sur l'Égypte, pas que, mais notamment sur l'Égypte, hein, publie un bulletin, le BIFAO, le bulletin de l'IFAO, voilà. Bon, ce bulletin, il est disponible en ligne, gratuitement. Hein. Hier encore, j'ai cherché des détails sur le transport de charges lourdes fluviales, bon, des sources, hein, surtout, hein, bon. Eh bien, BIFAO, j'ai téléchargé 3 articles, ça m'a pris 3 minutes, ça m'a coûté rien du tout. Bon. Et puis, il y a des bibliothèques. Je veux dire, c'est facile hein, d'aller en bibliothèque. Hein. Alors, toutes les bibliothèques ne sont pas spécialisées en histoire, mais les bouquins de base, ils y sont. Enfin, je veux dire, c'est facile. Et puis, si vous êtes intéressé, moi j'ai des copains bibliothécaires hein, qui travaillent là-dessus. J'ai un très bon ami avec qui j'ai fait mes études, qui a passion de la bibliothèque et qui est devenu bibliothécaire. Hein. Il m'explique. Hein. S'il y a des demandes sur un bouquin, soit on se dit que ce serait intéressant pour notre fonds, on l'achète, soit on se le fait prêter par la bibliothèque d'à côté. Tout à fait. Il y a des trucs. Et puis il y en a plein d'occasions. Moi j'ai acheté la plupart de mes livres d'occasion. Et puis malheureusement, comme j'ai vraiment pas de thunes, bah, je revends régulièrement, malheureusement. Mais même si c'est 5 balles, j'ai acheté 5 balles, je les revends 5 balles, bah, au moins je me suis nourri le cerveau. Bien sûr. J'ai des éléments. Absolument. Et c'est extrêmement, extrêmement important de s'appuyer, quitte à critiquer. Hein. On peut ne pas être d'accord avec l'étude, hein, mais au moins on s'appuie sur quelque chose. Bon, le problème, c'est qu'effectivement, il faut au moins prendre le temps de lire les études qui existent sur le sujet, hein, et puis essayer de les comprendre. Et puis, encore une fois, on peut les critiquer, hein, les études qui sont assez anciennes. Hein. Là, je prends mon exemple de transport de charges lourdes, hein, j'ai beaucoup travaillé là-dessus sur le Moyen-Âge. Hein. Bon, l'étude classique de Goyon, elle date des années 80, c'est un peu ancien, on a fait des progrès depuis. Ouais. Bon, donc c'est critiquable, hein, on peut en parler. Bon, alors, du coup, moi j'ai travaillé avec d'autres travaux qui ont été faits plus récemment sur la question, et puis j'ai pu comparer l'interprétation des sources, ce qu'on a trouvé depuis. Bon, voilà. Mais au moins, il y a un bagage qui a été fait et qui vient du terrain. Parce que, contrairement à ce qui est dit par certains, hein, voilà, je pense qu'ils se reconnaîtront facilement, hein, les études, les ouvrages qui sont ouverts, qui sont écrits, ils ne sont pas écrits tout seuls dans sa bibliothèque en imaginant et en faisant un roman, ils sont écrits à partir de sources de terrain. Voilà. Lus, observés, compris. Donc c'est le résultat d'une observation scientifique de ce qu'on étudie. Hein. Quand on étudie la question de la métrologie, hein, on n'écrit pas en disant tiens, bon, le mètre n'existe pas parce que j'ai pas envie qu'il existe. Ah, on l'écrit parce qu'on a des sources et qu'on va citer, qu'on va dire voilà, pourquoi le mètre n'existe pas? Eh bien, la première mention du mètre, on l'a là, on n'a pas de mention du mètre avant. Alors, on a des mesures qui ressemblent à du mètre, mais elles n'ont pas le même truc, et puis elles ne servent pas à ça, et puis elles ne sont pas universelles, parce que j'ai ce texte-là, ce texte-là, ce texte-là qui l'explique. Et puis, de toute façon, à l'époque, l'idée de la mesure, elle n'est pas universelle, mais elle est divine, bon, etc. Et on s'appuie là-dessus. Voilà. Et donc, après, celui qui va ne pas être d'accord, il a parfaitement le droit, et au contraire, c'est comme ça que ça nourrit le débat, hein, et bien, il va vérifier les sources, et dire, tiens, vous, Alexis Sédou, vous dites qu'il n'y a pas de mesure universelle, et pourtant, je trouve le nom de cette mesure, le cubitus, partout dans le monde.
Donc, on réfléchit, ah oui, tiens, c'est marrant, pourquoi le cubitus est partout dans le monde? Puis on se dit, bah oui, mais attention, votre cubitus à là et là, c'est pas le même. Donc, effectivement, le nom est le même. Donc, ça veut dire qu'on a une vision, une notion qu'une mesure est issue du corps humain. Bon, très bien. Mais, même si le nom est le même, c'est pas la même mesure. Et on demande comme ça. Et c'est comme ça qu'on fait avancer le débat. Mais au moins, on se fonde sur des données de terrain, sur des données réelles. Et pas sur l'imagination ou rester planté devant son écran d'ordinateur en disant j'ai raison parce que j'ai raison. Voilà. J'ai raison parce que j'ai raison. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est un peu Vous le. êtes des millions à avoir tort et j'ai raison Absolument. parce que je me sers de Google Earth. En plus, Voilà, c'est ça le par truc. exemple. C'est qu'on passe de l'archéologie et de l'histoire, donc des gens diplômés sur le terrain à gratter pendant des heures le sol à quatre pattes, hein, il faut le dire, c'est des métiers assez physiques, ou sous le soleil ou dans le grand froid aussi, pendant des heures, des semaines, voire des mois. Quand vous fouillez sur un site, prenons un site en préventive et que ça va durer 3 semaines, un mois, 5 heures par jour, enfin 5 heures par semaine, en gros de 9h à 17-18 heures, où on est effectivement accroupi sur une petite banquette pour pas trop se niquer les genoux, avec une truelle qui est l'instrument de base de l'archéo. Vous dormez bien la nuit, hein, vraiment vous dormez bien. Mais en même temps, c'est comme ça qu'on obtient les données de terrain. C'est pas en restant devant son ordi, quoi. C'est pas possible. Enfin, franchement, on ne peut pas remettre toute l'histoire en compte en mesurant des bâtiments antiques en mètres. C'est pas infaisable. logique. Non, parce qu'en plus, ce que tu dis est très important, parce qu'en plus, on oublie le contexte. C'est que la mesure en elle-même, c'est un produit d'une société. C'est pas quelque chose qui vient comme ça d'immanent. Enfin, on n'est pas dans la croyance immanente de tout d'un coup le maître fut et voilà. C'est le produit d'une société. Comme un bâtiment est le produit d'une société. C'est-à-dire que la construction de la pyramide, c'est pas juste les mecs se disent d'un jour en disant ah bah moi j'ai une idée géniale, hein, je vais faire un truc pointu, hein, pour reprendre le Astérix. Ça fait penser à la Shabbat. Voilà, c'est ça, exactement ça. Voilà. Bon, ça va être génial. C'est une évolution des rites funéraires sur quasiment 1000 ans. Hein. Donc, ça, 1000 ans, c'est long. Hein, je veux dire, bon, c'est extrêmement long. Voilà. Imaginons l'évolution des rites funéraires en Europe de l'Ouest entre 1000 et aujourd'hui. Voilà, hein, en gros, c'est ça. Ça a changé. Hein. À l'époque, on n'incinérait pas. Maintenant, on incinère. Il faut voir la taille des cimetières. Enfin, bon, vraiment ça a tout changé. C'est 1000 ans d'évolution. Et c'est des évolutions qu'on suit technologiquement. C'est qu'on suit les tombes comme ça, puis les tombes à fosse, et puis les tombes à fosse avec une banquette dessus, puis la banquette compliquée, etc. Puis tout d'un coup, c'était tout en briques crues, puis on commence à mettre de la pierre, mais la pierre, elle vient d'un autre type de bâtiment. Donc, on suit parfaitement. Donc, cette évolution, techniquement, on la suit, mais on la suit aussi idéologiquement. C'est-à-dire que c'est un produit idéologique. Pourquoi on crée un bâtiment aussi compliqué, c'est pas vraiment le terme, parce que c'est un truc colossal. Aussi colossal. Le chantier est compliqué. Le chantier est plus compliqué que le bâtiment lui-même. Hein. Pourquoi on se donne ce mal? On ne se donne pas ce mal pour le plaisir de se donner ce mal. On se donne ce mal parce que ça a un intérêt pour la société. Outre, probablement, difficile à dire, un intérêt unificateur, hein, mais ça permet également de créer une espèce de sarcophage de pierre pour que le souverain, qui est le garant du mat, de l'équilibre de la société, puisse continuer au-delà de la mort à le faire. Et c'est pas nous qui l'inventons, c'est les textes qui le disent. Hein, c'est les textes des pyramides, hein, c'est les textes de Houni qui disent si je fais ça, c'est parce que je dois passer toutes ces étapes-là pour continuer à protéger la société et à conserver l'équilibre de la société. Et ça s'est développé parce que ces textes des pyramides qui datent de la 5e dynastie, hein, ils sont différents des textes de la pyramide de la 18e dynastie. Donc on suit tout ça, et archéologiquement on le suit. Donc il faut bien voir que ça, c'est encore une fois le produit d'une société, d'une logique de société. Et si on part du principe en disant ouais, mais non, mais ça c'est pas vrai, en fait, il n'y a pas de logique derrière. Les mecs, tout d'un coup, ils se sont dit on va faire une pyramide, mais comme ils ne pouvaient pas le faire techniquement, eh ben c'est des gens de l'extérieur. C'est ne pas prendre en compte le contexte qui est derrière. Et en histoire, en archéologie, le contexte est essentiel. On ne peut pas comprendre les sociétés sans contexte. On ne peut pas comprendre la société d'aujourd'hui sans son contexte autour. Je veux dire, c'est pas possible. Hein. Et ben, à l'époque, s'il n'y a pas l'idée que le maths est essentiel pour la société égyptienne, on ne fait pas de pyramide, on fait autre chose. On a d'autres sociétés où on fait autre chose. Hein. Voilà. Et du coup, en fait, prendre ces bâtiments, enfin prendre ces mesures en mètres sur les bâtiments, je vais finir avec ça. C'est aussi balayer toutes les preuves archéologiques qui datent ces bâtiments et qui donnent la fonction de ces bâtiments. C'est tout de suite, tout, 100%
du travail archéologique des 100 dernières années est à la poubelle directe. Oui, absolument. Alors, ce qu'il faudrait déjà, c'est que les gens les pseudo-archéologues s'intéressent à la société qu'ils étudient. Voilà, parce que quand on travaille sur les pyramides, on s'intéresse directement. Voilà. Foot total. L'archéologie, l'intérêt, la compréhension de pourquoi du bâtiment est plus intéressant qu'essayer de trouver une espèce de combinaison spatio-temporelle permettant de l'expliquer de manière différente. Enfin, ça n'a pas de sens. Voilà. Ouais, ça n'a pas de sens. C'est ce que je pense maintenant. C'est ce que je pense. Et je vais vous le prouver sur les 5 épisodes. Franchement, ça n'a vraiment, vraiment pas de sens. J'en ai fini, Alexis, avec ce enfin cette longue vidéo du matin. Cette longue vidéo du matin. Donc, c'est la première partie. On se reverra, si tu veux bien, pour le numéro 3. On parlera de l'origine, d'où vient cette histoire de maître. Avec plaisir. Tout ça, hein. Avec plaisir. Et puis voilà, je ne sais pas si tu as un petit mot à dire. D'abord, je te remercie. Hein, c'est toujours un grand plaisir de discuter avec toi. Hein, tu sais que c'est toujours très agréable d'avancer là-dessus. Hein. Voilà, encore une fois, j'engage les gens qui s'intéressent à ces sujets et même qui ne sont pas d'accord. Hein, parce que la question n'est pas d'être d'accord avec l'idée qu'il y a une seule chose. Hein. Il y a plein de différences en histoire, entre chercheurs et publics, les discussions sont nombreuses, hein, mais c'est au moins de prendre le temps de lire les trucs de base, quoi, de lire un manuel d'égyptologie pour comprendre ce que c'est que la société égyptienne. Je veux dire, il y en a plein, des récents, des très bien. Ouais, pour critiquer le papyrus de Merer, il faut au moins le lire, quoi. Il faut au moins, voilà. Moi, quand je vais voir un film, je le critique après l'avoir vu, pas avant. Voilà. Au lieu de dire, il n'y a pas le terme de construction dedans. Oui, non, mais de toute façon, le terme de construction en Égypte, c'est pas un terme qui existe, donc il faut comprendre pourquoi. Voilà. Et puis, c'est pas un papyrus, c'est les papyrus de la mer Rouge. Il y a plein de choses dessus. Hein, il y a plein. C'est une étude. Pierre Tallet a fait un travail d'édition. Hein, c'est pas un peu le travail d'édition, c'est quand on prend un document, une source, hein, et que on l'a retranscrit entièrement et qu'on l'explique, hein, en disant, voilà, tiens, là, il parle d'un tel, Ankhef, hein, telle autre source nous dit que c'est le frère du roi, et tiens, c'est intéressant, il est désigné comme le directeur de la fondation funéraire de Khufu. Tiens donc, fondation funéraire de Khufu. Donc, et il va dans l'horizon de Khufu. Tiens, ça c'est marrant, parce que si l'horizon de Khufu est une fondation funéraire, c'est peut-être un tombeau quand même. Hein. Je veux dire, c'est quand même on peut se poser la question. Voilà. Mais c'est sur deux choses. Il faut regarder le travail d'édition de Pierre Tallet, absolument fantastique. Et il vient de sortir un livre. Alors, je n'ai aucune pub pour Pierre Tallet, mais il vient de sortir un livre qui est un livre d'explication du papyrus de Mer, qui n'est pas un ouvrage, qui n'est pas l'ouvrage ultra scientifique qui est la sortie de Bifao, qui est un travail un peu plus lourd à lire. Hein, mais qui raconte en même temps l'aventure, la fouille locale, parce que les fouilles qu'il a fait au Wad al-Jar sont géniales, hein, et c'est un plaisir à lire. Hein. Et encore une fois, ça ne s'est pas fait en un jour, il est revenu plusieurs années sur le site. Bien sûr, c'est plusieurs années de fouilles. Et ils vont continuer encore, parce qu'ils cherchent des bateaux maintenant, des bateaux démontés. Enfin, ils espèrent trouver des bateaux démontés. Et puis ils espèrent en trouver d'autres. C'est une aventure absolument géniale. Enfin, c'est une aventure absolument géniale, et bon, c'est dommage de passer à côté. C'est vraiment dommage de passer à côté, ouais, c'est vraiment ça. Parce que c'est beau. C'est vachement plus beau qu'une société totalement dont on n'a aucune trace. Là, on a des traces, on a plein de traces, et c'était fantastique. Pour moi, c'était des génies, des vrais génies traverser le désert. Oui, des parties désertiques avec des bateaux démontés à pied ou à dos d'animaux, des bateaux c'est génial. De 10-15 mètres. Pour arriver là-bas, pour les remonter, pour faire des campagnes, pour aller chercher du cuivre. C'est fabuleux, c'est juste fabuleux. Ça fait rêver, ça fait vraiment rêver, je trouve. C'est extraordinaire. Moi, j'ai eu la chance, la dernière fois que j'étais en Égypte, de tomber justement sur une chercheuse qui est d'un autre groupe, hein, et qui travaille justement sur les expéditions dans le Punt, donc des expéditions qui vont vers la Corne de l'Afrique. Pour utiliser un terme très générique, parce qu'on n'est pas sûr exactement de ce que c'est. Hein. Son travail est absolument génialissime. Enfin, c'est fantastique, parce que elle explique justement comment la logistique est mise en place, hein, avec des centaines d'hommes. Et donc, comme tu dis, hein, de l'eau, des animaux, de la nourriture, parce qu'avant d'arriver à la mer Rouge et pouvoir se nourrir de poissons et machin, il faut du matos quand même. Bon, voilà. Et puis sur la route, il y a des voilà, tout le matos qui est marqué, et tout ça pour effectivement reprendre des matières premières dans le Sinaï, probablement en Arabie, enfin, quasiment certainement, parce qu'il y a pas mal d'encens et choses comme ça, dans la pointe de l'Afrique. Hein. C'est ultra documenté et c'est passionnant à étudier. Absolument passionnant. C'est passionnant. Là, je fais le numéro 2 qui est donc. Alors, le numéro 2, je voulais vous en parler, c'est
j'ai pris cette preuve complètement incontestable, c'est le cercle coupé en 6, là, le rapport entre le mètre et la coudée. Donc j'ai pris ça et j'ai fait un décryptage de ce truc-là à ma façon. Et vous allez voir, C'est pas triste. ah bah là c'est pareil, c'est la foire au slip, j'appelle ça. Moi. J'appelle ça Oui, oui, oui. Ah oui, de toute façon, Ah bref, vous allez voir ça dans le prochain épisode et après on retrouve Alexis sur le troisième épisode pour nous parler de l'origine de tout ça. Absolument. Bah, merci Voilà, beaucoup à toi, messieurs, dames, William. merci beaucoup. Alexis, je te remercie Je t'en prie. énormément. Alors, comme je le dis, je fais ça totalement gratuitement. Je fais ça parce que j'étais chercheur alternatif et que j'estime m'être fait laver le cerveau par RDP. Et j'ai pas envie que ça vous arrive. Donc, je ne suis pas là pour convaincre les convaincus. Je suis là pour prévenir ceux qui se posent des questions. Juste là pour Parce ça. que je crois qu'il est important qu'à l'heure des réseaux sociaux, eh bien, les chercheurs, quel que soit le domaine, le mien, histoire archéologie, mais ça fonctionne dans d'autres domaines, et il y a d'autres chercheurs qui le font, hein, eh bien, viennent se confronter à ces thèses alternatives ou pseudo-historiques, hein, pour montrer qu'elles n'ont pas de valeur. Ça ne veut pas dire que nos thèses sont forcément toutes bonnes et seront peut-être démenties dans quelques temps, mais au moins elles s'appuient sur des méthodes et des discussions. Bon. En revanche, les thèses qui sont mises en avant par un certain nombre de pseudo-chercheurs, elles ne tiennent pas la route, parce qu'elles ne tiennent pas la route du fait des données de terrain. Encore une fois, on parle du terrain, mais on ne parle pas d'autre chose. Hein, on parle pas, Et oui, bah, en même temps, c'est tentant. Moi, je comprends, j'ai été tenté de le croire, moi, très franchement. Au moment où j'ai commencé à citer en disant, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce bordel, mais j'ai été tenté de le croire. Moi, les rapports Terre-Lune, tout ça, j'ai dit des conneries là-dessus, mais j'étais vraiment tenté de le croire. Je veux dire, c'est tentant. Mais quand on vérifie, voilà. j'en serais pas là aujourd'hui à te parler si j'avais continué juste à y croire, en fait, parce qu'on est toujours dans la croyance, mes amis. Ouais. C'est ça, donc il faut vérifier et écouter les deux avis. Bien sûr. Écouter un chercheur alternatif et écouter des gens comme nous, ils disent ah oui, effectivement, et après se faire son avis, je pense que c'est primordial. Se poser des questions et réfléchir avec sa petite tête. On vit dans une société totalement folle en ce moment. Je trouve que moi, je suis là pour éviter que, pour vous prévenir qu'il y a des choses un peu insensées, on va dire, qui traînent sur le net. Voilà ce que j'ai à dire. Eh ben, merci beaucoup à toi et merci, puis passe une bonne fin de journée. Eh bien, écoute, ça va aller. Ça plante. Voilà. Je vais couper l'enregistrement en espérant que ça va marcher. Bah, sinon on Salut fera, à tout le monde. Ciao. Salut.